Eh ben, je vais démarrer cette conférence Café Couple. Alors, aujourd'hui, je vous ai choisi un thème super intéressant. Comme beaucoup de thèmes, hein, mais celui-là, il fait un peu une synthèse de pas mal de sujets que j'ai déjà travaillés. Mais il s'oriente vraiment sur un angle que j'ai pas encore creusé, qui est vraiment la notion de la peur de perdre, qui est en général vraiment relatif à des symptômes archi connus qui circulent beaucoup, qui est la dépendance affective sur le terrain de la relation amoureuse. Hein, donc, les personnes qui sont vraiment en souffrance, la majorité des personnes que j'ai dans ma patientèle sont en général organisées autour de cette peur de perdre l'autre. Et c'est pas toujours très très conscient. Elles n'arrivent pas avec ça. Ah non, non, on passe pas devant la caméra. Merde, c'est trop tard. Donc c'est pas grave, on est bon, pas de problème, ceci est fait. Donc la peur de perdre, c'est ça qui va me créer la perte de l'autre. Hein. Vous avez vu la peur en ce moment, on est complètement imprégné de peur. Vous savez, c'est pas terrible, terrible, terrible. Hein. La peur, ça fait énormément de tracas puisqu'on croit à on crée notre réalité. Donc c'est évidemment, plus j'ai peur de perdre l'autre, plus je me perds là-dedans moi-même, et plus c'est comme ça que je vais le perdre. Hein, donc je perds tout, quoi, en fait. Hein. Je me perds complètement, je perds tout ce que je veux. Donc la peur, c'est vraiment un chemin à comprendre, à éviter. C'est souvent lié à la survie. Hein. Et c'est pour ça qu'on va voir que c'est pas si simple. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais moi, je sais que je ne devrais pas avoir peur de le perdre ou de la perdre. Ceci n'est pas grave du tout, etc. » Mais en fait, ils ne le gèrent pas du tout. En réalité, c'est beaucoup plus facile de le dire en théorie que de le vivre vraiment. Donc, quand j'ai peur de perdre mon objet d'amour, en fait, moi j'appelle ça un objet d'amour pour mettre un peu de distance déjà avec le compagnon ou la compagne, enfin la personne privilégiée sur laquelle on s'est attaché. Donc, quand on s'attache comme ça très très fort on fait une fixation sur une personne, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va on va faire une élection, on va sélectionner cette personne et on va la rendre indispensable à notre vie, ou en tout cas, elle va devenir le ou la partenaire privilégié. Et du coup, ça va être distingué de notre cercle d'amis, de proches, familiaux, etc. C'est quelqu'un de particulier, de spécial, à qui on attribue un pouvoir qu'on va retrouver au sein du mariage, au sein de l'histoire de l'amour éternel, de l'amour romantique, etc. Et donc, on va privilégier une relation avec un partenaire unique. Et là, c'est le début des emmerdements. Voilà, il y a une bonne intention là-dedans qui est, voilà, j'ai envie, puisque j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de contribuer, j'ai envie que l'amour qui me traverse de manière non spécifique se spécifie avec un être humain particulier. Donc il y a une bonne intention derrière, je ne nie pas la bonne intention. Mais après, il y a plein de zones non vues, et notamment qui sont souvent liées à nos blessures de l'enfance, hein, notre traumatisme d'avant, qui fait que les conséquences de ça, vous le savez très bien, c'est que du coup, on va avoir des comportements, des troubles de l'attachement. Et du coup, après, on peut avoir des comportements ici d'agrippement. Hein. Si j'ai peur de perdre, je vais avoir tendance à courir derrière et à m'agripper à l'autre, alors que l'autre, en général, plus j'ai envie de m'agripper, et plus c'est pas sexy comme comportement. Donc, vous avez remarqué que l'autre s'éloigne de plus en plus. Hein. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Me dit-on. Et donc, ça crée pas du tout ce que vous cherchez. Hein. Plus vous cherchez à capter l'autre, plus vous voulez l'autre, plus vous le voulez, moins vous l'avez. Hein. Plus vous l'éloignez, en fait. Hein. C'est complètement contre-productif. C'est parce que vous voulez l'autre que vous le perdez. Voilà, je veux, et c'est la meilleure manière de ne pas réussir à faire un couple durable, c'est de vouloir à tout prix faire un couple, ou de vouloir à tout prix ce compagne, ou cette compagne, ou ce compagnon absolument pour vous. Voilà, qu'il soit dans votre vie, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que je vais développer ce soir. Voilà. Et en plus, très souvent,
Très souvent, n'ayez jamais peur de perdre quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, parce que très souvent, quand on rentre dans la peur de perdre, souvent, on n'est pas si bien que ça. On n'est pas très épanoui dans notre couple, hein. Ça se passe pas très bien, il y a des tensions, etc. On se sent pas libre, on se sent coincé. Il y a une partie qui se dit mais quand même ça va pas, je devrais pas être comme ça, je devrais pas m'agripper, mais j'arrive pas à faire autrement, je peux pas faire mieux, j'y tiens, il m'est indispensable, comment je vais faire si jamais, voilà. Et on part dans un imaginaire, puisque la peur va créer un imaginaire, une projection dans le futur qui est catastrophique en général. Je ne peux pas m'imaginer sans lui. Donc, il me le faut. Et là, je commence à avoir des troubles du comportement, d'agrippement en général, ou d'évitement. Mais vous savez que l'évitement, je l'avais dit, hein, mais soit j'élabore des stratégies pour le fuir, c'est-à-dire pour faire genre, mais non, je ne suis pas intéressée par l'affaire. C'est pareil, hein, quand je suis dans l'évitement, je fuis. Je ne réponds pas aux messages, ou je suis stratège, etc. Je calcule des stratégies pour faire en sorte qu'il ne sache pas que je suis intéressée par lui, etc. Tous ces trucs-là, c'est manipulation, hein, c'est vraiment des manières de mal gérer la relation. Et au contraire, c'est contre-productif. C'est comme ça que l'autre s'éloigne. Donc, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je vous dirai comment faire. Alors, mon exposé, puis après je vous donnerai la parole, hein, il est constitué comme ça. Ah, ça bouge pas. Que se passe-t-il? Attendez. Tac. Ah, non, c'est pas bon. Ah, problème. Oui, ça va pas. C'est que, hop, ouais, comment ça se passe? Eh ben, voilà. Mais là, oui, mais non, mais là, ça bouge plus. Non, c'est pas comme ça. Et oui, c'est toujours la technique dans l'impro, c'est normal. Oui, alors je disais, mon exposé, je l'ai conçu comme ça. Parce qu'en même temps, ce sujet, on est en réflexion avec mon éditeur pour produire un livre sur ce thème. Je trouve ça génial, parce qu'en fait, ce thème, il va croiser plein de thèmes. Il croise l'insécurité affective, il croise les problématiques à la solitude, il parle des blessures, donc, et de cette question vraiment de pourquoi et du couple aussi, pourquoi, du mythe du couple romantique, pourquoi je tiens autant à faire couple, c'est quoi l'histoire. Donc je vais le construire comme ça, mon exposé. Pourquoi, par rapport au passé, pourquoi a-t-on peur de perdre, hein, c'est quoi cette histoire, pourquoi est-on tellement agrippé à quelqu'un comme ça, hein. Ensuite, quels sont les symptômes dans le présent, hein, voilà. Je sais que ça fausse ma perception parce que j'ai peur de perdre, donc je ne vois pas les choses de la même manière que si j'avais pas peur de perdre. Et en même temps, du coup, je présente des symptômes particuliers. Donc, je parlerai des symptômes dans le présent. Et ensuite, troisième point, ce serait comment je fais pour me libérer de ça, hein, quelles sont les pistes pour me guérir de de cette peur de perdre. Et l'inverse de la peur, je vous le paye en mille. À votre avis, c'est quoi? C'est quoi là? Alors, les gens, à chaque fois, je pose la question, mais ils ne savent pas. C'est quoi l'inverse de la peur? Hein? La sécurité? Non, c'est pas la sécurité. Non plus. C'est pas le courage, c'est pas l'amour. Non. Oh, vous avez plein d'idées. La volonté, le courage, l'amour, la sécurité. La joie, non. Ah, c'est proche. Ouais. En tout cas, dans la relation affective, c'est pas loin la joie. C'est la notion de source de plaisir. Parce que quand vous avez un animal dans la forêt là, qui est traqué par un chasseur ou un prédateur, quand il a peur, il est en survie. Et quand il peut pas se détendre. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui prend du plaisir quand il est traqué, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez peur de perdre votre partenaire préféré, vous êtes en mode fuite ou attaque, je suis traqué, il va m'arriver quelque chose de grave. Vous êtes dans les zones basses du cerveau reptilien. Donc, vous ne pouvez pas du tout vous amuser, ni vous détendre, ni être joyeux, ni rien du tout, ni rien de tout ça. C'est juste pas possible le plaisir pour vous. Et bien, justement, hein, là, je réponds déjà à la dernière partie, mais l'inverse de la peur, c'est, enfin, dans ce thème-là, en tout cas, tu as dit sécurité, mais au-delà de la sécurité, c'est vraiment retrouver la notion du plaisir. Et en général, les gens qui ont peur de perdre, ils sont complètement envahis par le partenaire X et ils ne se détendent pas du tout.
Ah, ils sont envahis, obsédés, angoissés. Ils font une fixette sur la personne, là. Ils veulent la lâcher, mais ils n'arrivent pas à la lâcher. Donc, ils s'en veulent. Enfin, c'est toute une histoire invraisemblable. Ils n'ont pas de plaisir du tout à faire ça, en plus. Hein. Donc, quand l'imaginaire prend le pas, il y a de la rumination et il n'y a aucun plaisir là-dedans. Ils ne se détendent pas, quoi. Donc, vous verrez qu'il va falloir trouver des manières de se détendre et de mettre moins d'enjeux, plus de légèreté dans tout ça et dans la relation. Et ça, c'est pas gagné, mais c'est l'idée. Alors, plus je perds l'autre parce que j'ai peur. Donc, plus je le veux, plus je me mets la pression. Alors, je me mets la pression, je lui mets la pression. À moi et à l'autre, et ben plus il y a de la pression en général, plus c'est contre-productif, hein, plus l'autre s'éloigne. Hein. Et plus il s'éloigne, et plus je panique. Et plus je panique, plus je me mets la pression. Et plus lui se sent envahi et jugé en face. Hein, vous verrez que votre manière d'agir ou de penser va influencer sur sa manière à lui d'agir. Donc ça va influencer ses attitudes. Hein, donc il va surréagir. Plus il se sent envahi et plus vous vous sentez abandonné et plus la panique monte et c'est le machin qui se mord la queue. Vous avez l'habitude, hein, vous avez déjà vu le truc. Voilà. Et plus vous finissez abandonné et seul et en train de vous convaincre que vous avez... voilà, ils sont tous pareils. De toute façon, vous le saviez bien. Il était juste pas... Il était inadéquat. Voilà, c'était pas l'homme. Il était méchant. Il était pas bon. Il était... voilà. Bon, et vous finissez, OK, plus moins en général. Plus moins. Moi, je suis plus, c'est lui, il est moins. Voilà, ça se termine comme ça. Voilà, et on vérifie en général nos croyances, on le sait. Hein, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur de perdre ? Donc moi, j'ai réfléchi un peu à tout ça, et par rapport à tout ce que j'entends dans ma clientèle, et par rapport à mon vécu, puisque j'ai quand même un passé pas mal d'expérience, et aussi de la dépendance affective. Moi, ma blessure, c'est plutôt l'abandon, hein, et l'injustice. Donc j'ai aussi affaire avec la dépendance affective. Et souvent, c'est parce que globalement, on ne se sent pas assez vivant. Globalement, je dis dans notre vie en général. Et souvent, quand je fais réfléchir les personnes là-dessus, elles me disent mais si, moi je fais quand même du sport, je fais quand même, je sais pas, je vois ma famille, bon bref, mais non. En réalité, c'est pas honnête. Honnêtement, se sentir vivant, il y a quelque chose à voir dans est-ce que j'ai la joie de vivre ? Est-ce que j'ai plus l'impression dans ma vie de répondre à des contraintes et des obligations, ou l'impression une forme de légèreté, quoi, hein, de gratitude envers la vie, envers ce qui m'anime, le matin je me réveille, je suis plutôt contente de vivre, etc. Mais très souvent les gens ne sont pas assez vivants en fait, ils se sentent pas assez vivants, ils font ce qu'ils ont à faire, d'accord ? Ils rentrent dans des cases, ils font métro boulot dodo, ils font des tas de trucs, ils ont l'impression qu'ils sont vivants, mais en fait ils sont, moi aussi, hein, très souvent, soit dans le passé, soit dans le futur, mais très peu là, à savourer avec les 5 sens ce qui est présent ici. On revient sur le bouquin du pouvoir du moment présent. Là, hein. C'est très difficile d'être disponible dans l'instant et de savourer sensoriellement la vie, qui fait que si on sait savourer la vie, profiter vraiment de l'instant quand c'est là et qu'avec les 5 sens, à ce moment-là, on augmente le sentiment d'être vivant. Mais il faut que cette durée en temps soit plus longue. C'est-à-dire qu'on fasse, par exemple, vous êtes en train de prendre un petit chocolat chaud, voilà, c'est hiver. Mais si vous parlez d'autre chose pendant que vous buvez votre chocolat chaud, vous ne pouvez pas goûter ce qui est là. Donc il faut que vous restiez un petit peu plus longtemps, en durée en temps, sur la sensation agréable. Et être moins dans vos pensées, à discuter, nanana, voilà. Et ça va augmenter la sensorialité. Et quand on augmente la sensorialité, on augmente aussi le sentiment d'être vivant, dans le côté agréable des choses, d'accord ? Dans le plaisir. Je vous avais parlé de plaisir. Hein. Et donc, très souvent, beaucoup de personnes me disent mais si, je me sens vivant. Pas du tout, en fait. Ils ne sont pas du tout vivants. Ils sont très pris par les obligations et les contraintes. Et les peurs. Hein, la peur de manquer d'argent, la peur de rater quelque chose, de pas réussir un truc. Voilà. Et donc, dans la thématique de l'amour, très souvent, de la relation amoureuse, les personnes vont utiliser la relation amoureuse comme des vacances. C'est-à-dire comme des parenthèses de vacances. Je m'explique. Si dans les thèmes de ma vie professionnelle, c'est bof.
Ma vie familiale, c'est contraignant. Il faut assurer. Puis j'ai des fois des problèmes avec les enfants, etc. Puis la famille éloignée. Je ne sais pas, la ville dans laquelle j'habite, si j'ai pas assez d'amis, si je m'amuse pas assez, etc. Et bien à ce moment-là, les thèmes de ma vie sont assez bof, voire difficiles. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me dire, je vais me prendre des vacances. Alors, comme j'ai pas toujours les moyens d'aller à Bali, qu'est-ce que je fais? Je me prends un compagnon, je me fais un shoot amoureux. Voilà, hop. Lui, il va m'animer, il va faire Géo Club Med, d'accord? Voilà, vous avez compris. Sauf qu'il fait Géo Club Med 5 minutes. Pourquoi? Parce que... passe pas par la caméra. Parce que personne n'est digne de faire Géo Club Med toute l'année. Hein, et puis, très rapidement, vous allez voir que... qu'il soit attentionné à vous du matin H24, c'est pas possible. Hein. Il peut pas là être mort d'amour, yeux dans les yeux, chewing-gum contre chewing-gum du matin au soir H24. Hein. C'est pas souhaitable et puis c'est pas voilà. Et donc vous allez commencer à souffrir de oui mais il me donne pas toute son attention. Là il est sur son ordi, je sais pas quoi, il fait autre chose et il est pas complètement rivé à moi. Et alors là je commence à manquer, à souffrir, à me dire que je suis pas importante pour lui et nanani. Alors toute une histoire. Mais j'ose pas lui dire parce que sinon je vais le faire fuir. Enfin, bon, bref. Donc du coup, vous rigolez, mais c'est des classiques, hein, parce que j'entends ça tout le temps. Et donc, du coup, non, je me sens vivante que s'il est là, en face de moi, ou si je sais qu'il est là dans ma vie. Parce que soit en tant que doudou, soit devant moi. Mais du coup, l'autre, vous l'utilisez pour faire un coup d'animation, quoi. Pourquoi? Parce que dans votre vie, vous n'êtes pas assez vivant. Et donc, ça va être important. Très souvent, d'ailleurs, les couples mariés, on le sait, ils se prennent des amants et des maîtresses parce qu'ils ne se sentent pas assez vivants dans leur vie. Donc, la maîtresse et la sexualité épanouie, là, avec l'amant et la maîtresse, évidemment, c'est plus rigolo. Et ça marche bien parce que ça me fait me sentir vivant. Donc, c'est important de voir, de faire un point météo, là, et de sonder sur votre température interne, de voir, est-ce que je sais me rendre vivant à la vie, à la présence de la vie qui circule en moi et qui est présente devant moi. C'est-à-dire me rendre disponible à ce qui peut être ressourçant pour moi maintenant et augmenter la saveur. Ça, c'est une pratique. Hein. C'est pas évident. Bien souvent, on est beaucoup dans nos têtes, hein, dans notre mental. Alors, je suis pas contre du tout, hein, mais on savoure pas les petits moments qui pourraient être vraiment, qui pourraient nous faire nous sentir plus vivants. C'est une des raisons pour lesquelles on a peur de perdre notre partenaire qui joue, vous avez compris, le Géo Club Med. Voilà, donc on est préoccupé tout le temps, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Alors du coup, on est shooté à la fusion et à l'état amoureux. Donc ça, c'est un shoot. J'en ai parlé je ne sais combien de fois. La fusion amoureuse, c'est un shoot. Quand on l'a goûté, c'est comme le goût du chocolat pour moi. On ne peut plus s'en passer. Ça crée du manque. Ça crée un manque, c'est une drogue. Hein. Et donc, mais c'est vrai, c'est fait de... alors... Mais oui, puis alors chimiquement, il y a plein d'opioïdes, mais même indépendamment de ça, c'est qu'en fait, ça vous fait toucher quelque chose à l'intérieur qui est un goût inégalable. On trouve ça presque nulle part ailleurs, en fait. Hein. Ça guérit des blessures. D'un coup, je sens de la chaleur, je sens que quelqu'un me regarde, me reconnaît, me valorise, je sens qu'il m'aime, je sens que je suis pleine, je sens que j'ai de la tendresse. Alors voilà. Donc ça remplit énormément de besoins, hein, et notamment des besoins qui sont essentiels pour l'être humain, des besoins d'être touché, des besoins d'être regardé, des besoins d'être narcissisé. Donc c'est des besoins qui sont vraiment essentiels. Et le compagnon privilégié que vous allez élire va être le pourvoyeur. Il est censé vous fournir la dose. Sauf que c'est une stratégie unique. Voilà, il n'y a pas de multi-stratégie, c'est une stratégie unique. Donc du coup, vous êtes vite prisonnier, vous êtes esclave de ce truc-là, et du coup, vous attendez que ça revienne, ils reviennent à la charge et que revive ce moment de fusion. Ce que vous oubliez, c'est que la fusion ne dure qu'un temps. Hein. Quand vous allez en vacances, vous partez à Bali par exemple, vous dites, oh là, je suis fatiguée en ce moment, je rêve, alors c'est comme le rêve de la fusion, je rêve d'aller à Bali, je vais voyager, ça va me faire un bien fou, je vais être là sur la plage, oh là là. C'est pareil pour le rêve de la fusion amoureuse. C'est exactement le même truc. Sauf que quand vous partez à Bali, vous savez que vous partez en vacances. Vous savez que ça va avoir une fin. Vous savez que vous allez revenir à votre vie ordinaire et que vous allez retrouver les tracas de la vie ordinaire. Vous ne vous dites pas, je vais à Bali et je vais y rester, et ça va être magnifique, toute ma vie, ça va être merveilleux, etc. Vous ne faites pas ça pour le partenaire. Dans la fusion amoureuse,
On fait pas ça. On se dit pas, je vais à Bali, je vais rentrer chez moi. On se dit, ah, j'ai enfin trouvé la chaussure à mon pied, magnifique. Et donc, je suis maintenant dans un paradis d'unité. Voilà, ça y est, je me sens vivant. L'amour circule en moi, circule en lui, c'est merveilleux. Nous sommes vraiment amoureux et donc nous pouvons projeter un avenir des meilleurs. Voilà. Mais vous ne vous dites pas qu'un jour ça va s'arrêter. Hein. Vous ne dites pas que la fusion va s'arrêter. Parce que c'est comme si vous oubliez, là. Vous ne le savez pas. Vous méconnaissez cette affaire que, et là je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis, la fusion ne dure qu'un temps. Elle est limitée en temps. C'est comme quand vous partez en vacances. Vous savez que vous revenez. Vous ne savez pas, vous ne dites pas je vais rester en vacances. C'est une parenthèse. Donc, c'est important de se dire la même chose. Hein. Je suis en vacances fusionnelles. Vous pouvez vous dire ça la prochaine fois. Vous avez pensé à moi. Quand vous passez un moment charnel, je sais pas, vous faites l'amour avec quelqu'un, c'est magnifique, vous passez quelques heures extraordinaires, ou alors vous passez un moment extrêmement intime dans l'échange verbal, ça peut être génial aussi. On peut avoir beaucoup de moments d'intimité, on parle de soi, il parle de lui, on a l'impression que vraiment il y a une bulle qui se crée, c'est ça la fusion. Il y a une bulle que toi et moi, c'est chaleureux, c'est bienveillant, il n'y a pas de jugement, on est proche, on se sent proche, c'est intime, etc. C'est chouette, hein. Donc on communie, c'est la communion, hein. Des cœurs et des âmes, donc formidable, c'est très beau, hein, on peut goûter à ça, mais c'est comme si vous étiez en vacances, ça dure un temps, vous êtes en vacances fusionnelles. Voilà, et ça va durer un temps, et après ça va s'arrêter. Bon, il faut accepter que ça s'arrête, que ça ne dure pas, d'accord? Sinon, vous êtes scotché dans l'addiction, c'est-à-dire il me manque la fusion, c'est-à-dire cet état particulier de communion, et je veux y retourner, je veux y retourner. Alors comment je fais pour y retourner? Comme j'ai trouvé une stratégie unique qui est facile et qui marche bien, facile parce que c'est connu, la fusion amoureuse, c'est normalement accessible à ceux qui savent séduire, quoi. Après, si vous avez un problème, il faut apprendre à séduire, il ne faut pas avoir peur de séduire. D'accord? Mais bon, la fusion amoureuse, c'est quand même relativement abordable, quoi. Hein, qui n'a jamais goûté à de la fusion amoureuse, même si après ça s'arrête, mais en général, c'est quelque chose d'accessible. Bon, alors, bon, vous goûtez à ça, et après, vous voulez plus vous en séparer. Vous allez, hop là, retourner. Donc, il y a déjà un travail d'acceptation que ça ne peut pas durer, ce n'est pas fait pour durer. Et ce qui vous a... Alors, sachant ça et l'expérimentant, vous allez apprendre à défusionner. C'est-à-dire, une fois qu'il a tourné les talons, hein, ou elle a tourné les talons de cette magnifique soirée ou nuit, etc., bon, et ben, ou qui est parti au boulot, et ben, à ce moment-là, vous reprenez votre vie en main. Ce n'est pas fait pour durer la fusion. D'accord ? Donc déjà, ça va vous aider. Hein, si vous vraiment mettez ça en pratique, déjà, c'est aidant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que ça devrait durer comme ça toute la journée. Ils devraient penser à moi, elle devrait penser à moi. Ben non, c'est pas fait pour ça. Alors ensuite, c'est moi le problème avec le PowerPoint, moi. Mais pas. Voilà. Les symptômes, ça. On confie la sécurité à l'extérieur de soi. Quelqu'un parlait de sécurité, c'est très juste. Hein. Ça, c'est vraiment pourquoi j'ai peur de perdre, parce que je confie la sécurité. Je donne le pouvoir à l'autre pour ma sécurité. Et souvent, alors, on peut parler de sécurité affective, ça peut être sécurité matérielle aussi. Hein. Donc, voilà. Et c'est souvent des points vraiment fréquents. Hein. Je donne le pouvoir à l'autre, j'ai peur de le perdre parce qu'il est le représentant, il est le garant de ma sécurité. C'est-à-dire que si j'ai pas ses bras, alors à ce moment-là, pour une femme, je ne me sens pas protégée, par exemple. Ou je crois que je... Alors évidemment, c'est des systèmes de croyances, c'est un imaginaire. De nouveau, il vous enveloppe de ses bras galants. Ok, vous vous sentez protégé, très bien. Mais il va falloir trouver des manières de vous protéger ou de vous sentir en sécurité ou protégé, indépendamment de ses bras. Sinon, achetez plein de bras d'hommes, vous louez des bras et puis inlassablement, vous passez de bras en bras. D'accord ? Pour ça, pour vous sentir protégé. Ou alors, vous êtes au courant que c'est une illusion, que c'est un moment où vous vous sentez protégé, mais c'est un moment. Mais vous ne pouvez pas dépendre des bras d'hommes si vous êtes une femme, c'est pas possible. Tout ça parce que l'homme est soi-disant le garant de votre protection, que biologiquement, c'est vrai qu'il y a quelque chose de biologique, on en avait déjà parlé, hein, biologiquement, c'est vrai qu'il y a quelque chose, une empreinte comme quoi l'homme est censé garantir ma protection. Mais il faut arrêter avec ça, il faut lutter contre tout courant. Hein. Donc, pour votre sécurité,
que vous soyez femme, ou même il y a des hommes qui sont en insécurité affective, ceux qui ont eu des blessures d'abandon pour les hommes vont avoir aussi tendance à confier la sécurité affective à une femme, c'est-à-dire à une compagne. Et de nouveau, c'est complètement pathologique. C'est vraiment, ça fait partie des troubles de l'attachement. Donc il va falloir s'organiser, voir comment vous pouvez vous départir de ça. C'est-à-dire arrêter de faire dépendre votre sécurité de quelqu'un. Donc ça veut dire augmenter son sentiment de sécurité intérieure. Et ça, c'est abstrait pour la plupart des gens. Quand je leur dis, mais ils me disent, ah mais il faut que j'augmente ma sécurité intérieure. Alors je dis, oui, c'est bien. Mais concrètement, ça donne quoi? C'est vrai. C'est quoi concrètement augmenter ma sécurité intérieure? C'est de savoir que c'est expérimenter dans la vie que je sais me protéger toute seule, tout seul ou tout seul. En général, plus pour les femmes que pour les hommes, parce que les hommes ont moins de problèmes de protection. Mais je sais me protéger, je sais prendre soin de mes besoins. Je sais qu'en cas de problème, il y a un pilote dans l'avion en moi qu'on appelle un état du moi adulte qui va savoir faire le nécessaire au cas où. Et je peux aussi compter sur des amis, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je ne confie pas ma sécurité affective ou matérielle, financière, à quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi. Il n'y a pas plus dangereux. Parce que vous dépendez de quelqu'un. Et l'autre, pour un oui, pour un non, s'il meurt, il s'en va, il vous trompe ou je ne sais pas quoi, c'est fini, quoi. Donc la sécurité intérieure, c'est vraiment, et je donne souvent des ateliers d'ailleurs, sur augmenter sa sécurité, son sentiment de sécurité intérieure, c'est un sentiment. Ceux qui ne l'ont pas ou qui l'ont perdu, c'est parce que petit, vous avez vécu des moments abominables, atroces, où vous étiez dans une forme de vide existentiel. Et donc, c'était paniquant. Donc, vous retrouvez direct la panique. Donc, pour éviter ce sentiment de vide panique, en fait, eh bien, vous allez fuir dans la fusion très souvent. Voilà. La fusion ou l'alcool ou la drogue ou je sais pas, n'importe quoi, ou l'hyperactivité, tout ce que vous voulez, vous allez fuir dans une dépendance. Et effectivement, la dépendance, vous allez avoir peur de perdre l'autre parce que vous êtes fusionnel et que vous êtes dépendant affectif. Voilà, c'est un truc qui joue comme ça. Et parce que vous avez un problème de sentiment d'insécurité à l'intérieur de vous qui est concrètement une espèce de panique qui monte à l'idée d'être seul. Donc ça va en renvoyer sur les moments où vous êtes seul. Voilà. Et puis aussi, oui, pourquoi on a peur de perdre le narcissisme? L'insécurité intérieure, 2 points essentiels, la sécurité et le narcissisme. Le narcissisme, c'est quoi? C'est j'ai besoin d'être validé par quelqu'un. Si quelqu'un ne me dit pas ô combien je suis beau, intelligent, belle, formidable et qui ne me regarde pas dans les yeux en me disant « Ah, mais tu es magnifique, comme je t'aime », et qui me fait des compliments. Alors, s'il ne le fait pas, alors je ne le sais pas. Je crois que je ne suis pas quelqu'un qui a de la valeur. Je crois que je ne suis pas quelqu'un d'assez bien. D'accord ? Donc, j'utilise le partenaire amoureux pour me valider intrinsèquement, pour savoir que j'ai de la valeur, pour me reconnaître. Et donc, ça veut dire que moi-même, je suis en posture déjà moins plus, c'est-à-dire moi, je suis pas terrible, je suis un peu nunuche, et lui, il est extraordinaire. Et donc, je suis béate d'admiration, il est merveilleux. Et en plus, c'est le pourvoyeur de compliments, de narcissisme. Sauf que le jour où il me fait des reproches ou qu'il me définit de manière négative, je suis mal. Parce qu'il devrait être le pourvoyeur de toujours plus de compliments, ou toujours autant de compliments. Il devrait cesser de me complimenter tout le temps. C'est juste pas possible. De nouveau, vous faites dépendre votre valeur de quelqu'un. C'est hyper risqué, quoi. Il n'y a pas plus dangereux de faire dépendre sa valeur inconditionnelle de quelqu'un qui est conditionnel. Parce que n'importe qui va être limité conditionnellement. Donc vous souhaitez quelqu'un qui, enfin, un bon parent, parce qu'en fait, on transfère sur nos partenaires amoureux le parent. Bis, c'est papa-maman qu'on n'a pas eu. Donc papa-maman qu'on n'a pas eu en face de vous, là, qui s'appelle Jacques ou Églantine, ne vous regarde pas aujourd'hui, ne vous considère pas exactement comme au début de la relation. Et là, votre valeur, vous ne savez plus que vous valez quelque chose. Ah, vous êtes mal. Donc c'est hyper anxiogène de faire dépendre sa valeur de quelqu'un qui est limité. C'est limité dans le sens qu'un jour, il peut faire la pluie, le lendemain, il fait le beau temps. Voilà. Et donc, vous êtes mal. Donc, ce qui veut dire quoi? Que ce soit la sécurité intérieure ou le côté narcissique, vous allez être obligé de faire un travail sur vous. Pour, si c'est narcissique, gonfler votre moi. C'est-à-dire revenir à un passage obligé qui est augmenter votre compétence, à sentir à l'intérieur de vous que vous avez de la valeur. Je suis quelqu'un de bien, indépendamment du regard des autres, que les autres m'aiment ou ne m'aiment pas. Moi, j'ai un moi stable. Un moi stable, c'est, voilà, j'ai la valeur que j'ai.
On m'aime, c'est bien, on m'aime pas, c'est bien. C'est pas mon problème. Enfin bon, je suis contente, je suis fière 5 minutes, mais en fait, je m'en fous. C'est un peu mon cas, en fait, hein. Donc, c'est le thème fierté-honte, il disparaît de votre vie. Parce que fierté-honte, c'est je suis fière quand je réussis quelque chose et les gens m'applaudissent, ils me reconnaissent, magnifique. Ils ne me reconnaissent pas. Ils m'applaudissent plus, ils m'envoient des tomates. Et là, je suis verte. Voilà, j'en peux plus. Là, je mets 10 jours à m'en remettre. Voilà. Donc, vous faites dépendre votre valeur du regard des autres. Et ça, c'est terrible. C'est surtout ce qu'il ne faut jamais faire. Et encore plus quand vous êtes avec un compagnon, quoi. Parce que là, c'est le compagnon qui est chargé, qui a tout le poids de la responsabilité de vous valider. Vous imaginez? Donc le travail, ça va être de se valider à l'intérieur, voilà, de reconnaître sa valeur intrinsèque et d'arrêter de la faire dépendre de qui que ce soit. Et ça, c'est un boulot de thérapie en général, hein. Et c'est reconnaître qu'on a des qualités, des défauts, et puis bon, on est comme on est, voilà, s'accepter comme on est. Et puis basta. Si le mec avec qui vous êtes ne vous tolère pas et n'aime pas qui vous êtes, qu'est-ce qu'il fait avec vous, hein? À un moment donné, vous posez la question, hein. Si vraiment il n'aime pas la globalité de qui vous êtes et qui passe son temps à vous reprocher des tas de trucs, à quoi ça sert de faire des efforts pour lui plaire, hein, à un moment donné c'est ça la peur de perdre. C'est si je reste avec quelqu'un qui me met sous les cailloux et qui me définit, qui me fait des reproches et des critiques tout le temps, c'est que quelque part j'ai peur d'échapper à ma grande solitude. C'est pour ça que je veux rester avec. Ça va être le noyau dur de l'affaire. La peur de perdre derrière, c'est la solitude. Parce que je me dis que tragiquement, si jamais il me fait des critiques, il me reproche, il me narcissise plus comme avant, etc. Il est infidèle ou je sais pas quoi, il vous fait des mouises ou il y a des conflits, etc. Donc la relation balle de l'aile. Mais vous continuez à vous agripper parce que vous avez peur de le perdre. De quoi vous avez, c'est quoi le risque majeur? En général, c'est le risque de retourner à votre solitude. Et comme il y a une peur de l'effondrement, si je suis seule, je ne connais pas, je n'ai pas mes repères, je crois que je ne vais jamais m'en sortir parce que je lui ai donné beaucoup de pouvoir en fait. Et que je n'ai jamais expérimenté une solitude heureuse. Donc ça va être très en lien avec ce thème de la peur de perdre, c'est d'examiner ce point de qu'est-ce que je me raconte comme histoire quand je me dis que ma solitude va être quelque chose de déprimant, auquel je ne pourrais pas faire face, ni financièrement, ni je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est un point central, l'histoire de la solitude. On y reviendra. Je l'ai toujours abordé, mais je n'ai jamais abordé de manière très, très, très précise. Mais c'est un point essentiel. C'est-à-dire il n'y a pas de... La sortie de l'abandon, de la blessure de l'abandon et de la dépendance affective va passer par augmenter sa capacité à tolérer sa solitude et à la rendre vivante. Il n'y a pas d'autre choix. Tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous êtes cuit. Ça peut être une théorie, un concept. Mais oui, non, j'ai pas peur. Je sais que je suis bien seule, machin. Non. Tant que vous ne l'avez pas vraiment vécu, ça doit passer par de l'expérience, hein. Sinon, ça reste dans votre tête et il y a toujours une peur. Et vous allez préférer rêver la relation, rêver l'histoire, rêver la relation même qui ne marche pas, c'est-à-dire rêver le rêve de fusion, plutôt que de lâcher la relation qui est instable ou qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous épanouit pas, et de revenir à la solitude, au célibat, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont effrayés par le célibat. Et vous savez pourquoi? Pourquoi les gens sont effrayés par le célibat? L'idée du célibat. La solitude, mais qu'est-ce qu'on raconte sur le célibat? Hein? Voilà, tu vas être une vieille fille, t'as un caractère de cochon, personne veut de toi, voilà. Et si personne veut de toi, tu vas être malheureuse. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Le célibat, vous allez être malheureux. Vous êtes forcément malheureux en célibataire. Personne vous dit, ah, tu vas être célibataire, chouette. Mais c'est formidable, t'as une chance inouïe. Mais c'est con, c'est génial ça, tu vas t'éclater. Enfin, tu vas t'éclater. Non, on te dit, tu vas être célibataire. Oh ma pauvre, qu'est-ce que tu vas être malheureuse. Ça donne envie, hein. Donc, c'est vraiment des films... ouais, c'est des histoires terribles, quoi. Donc, comme il y a une empreinte sociétale là-dessus, c'est sûr que ça donne pas envie, hein. On a souvent entendu ça. Il y a une réputation du célibat qui est pas terrible. Surtout plus on vieillit. Vous avez remarqué, plus vous vieillissez, plus... oh là là, mon Dieu, oh là, ça va être terrible. Alors là, on sait que les mecs, eux, ils se récupèrent des jeunes nanas, mais alors les nanas, c'est mort, hein. Vous vieillissez, vous allez vous retrouver sur le banc de la... Donc avec ça, ça donne envie. Donc forcément, si vous êtes avec un compagnon ou une compagne et que ça se passe pas terrible, bah vous allez vous agripper, vous avez peur de le perdre. Vous dire, oh là là, je sais ce que j'ai, je sais pas ce que je perds. On entend souvent ces phrases, hein.
Alors ça, c'est le genre de truc. Comment je me raconte des histoires pour m'agripper à quelqu'un qui ne me fait pas du bien. Parce que le curseur, c'est quand je suis plus en stress, quand la relation m'épanouit moins que me met en stress, ça va. Il faut que globalement, il y ait plus d'épanouissement que de stress. Si vous êtes plus en stress, à un moment donné, vous allez tomber malade, vous allez l'attaquer, avoir des conflits, ça ne va pas le faire. Voilà. Oui, ça va mal se terminer l'histoire, c'est pas une bonne idée. Alors, oui, pourquoi on a peur de perdre? Parce qu'il y a l'influence des normes sociales. Et les normes sociales, très souvent, c'est le mariage qui vous dit que, dans le contrat du mariage, on vous dit que vous devez dépendre d'une et une seule personne. On ne vous dit pas que vous avez le droit à plusieurs partenaires, jamais de la vie. Hein, vous êtes fidèle dans le mariage. Donc, en fait, la stratégie que vous utilisez pour vous fournir la tendresse, la reconnaissance, la sexualité, l'amitié, la confidence, le contact, être touché, être enveloppé, voilà, tout ça, c'est confié à une seule personne. Bravo, quelle bonne idée. Donc cette norme sociale, vous en rendez pas compte, hein, mais le fait de confier tous ces points, tous ces besoins qui ont besoin d'être satisfaits à une seule personne, bah forcément, ça réduit le champ. Forcément, quand vous voulez trouver du plaisir. Après, vous êtes coincé. Ah bah j'ai peur de le perdre. Bah forcément, c'est la seule stratégie que vous avez trouvée pour combler tous vos besoins. Imagine, c'est un truc de fou, quoi. Quand on y pense, c'est vrai, c'est incroyable. Voilà, bienveillance, intimité. Normes religieuses, en plus, quand je choisis un compagnon et que je me dis je vais construire et bâtir quelque chose de durable avec lui, parce qu'en général c'est comme ça qu'on fait, on projette le futur, on se dit oh enfin j'ai trouvé quelqu'un, hop, je vais projeter quelque chose, je ne vais pas me retrouver seule, hein. Je projette un couple, donc je projette un couple et la norme religieuse te dit tu lui dois l'exclusivité, sinon tu es impur. Bon, je t'en passe. D'accord. Et donc, du coup, vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Donc, plus vous avez le truc de... En plus, c'est interdit. Vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de vous. Donc, sinon, vous êtes coupable. Vous avez péché. Vous êtes une pécheresse. Donc, du coup, vous ne le faites pas. Ou alors, si vous le faites en mode transgression. Puis après, vous êtes coupable. D'accord. Donc, c'est infernal, le truc. Non seulement vous êtes censé vous affilier à une personne, hein, pour les besoins de soutien, de tendresse, reconnaissance, tout ça. En plus, une seule personne, et en plus, vous lui devez exclusivité. Alors, c'est bon, là. Surtout, et notamment, mais écoutez, hein, besoin de tendresse. Qui n'a pas besoin d'être touché? Hein, la sensualité, en général, c'est très peu fréquenté chez les personnes. Je ne parle pas de sexualité, je ne parle pas de génitalité, je parle de sensualité, le corps sensuel. Est-ce que vous faites masser souvent? Est-ce que vous avez de la sensualité dans votre vie? La plupart des gens, c'est niette. C'est métro, boulot, dodo. La sensualité, c'est exit. Pourtant, c'est un aspect essentiel pour nous sentir vivants. Si on était plus dans la sensualité en général, on serait moins en train de courir derrière la fusion amoureuse avec un et un seul partenaire. Je m'excuse. Ça passerait déjà par là. Petit 1. Voilà. Donc la sensualité, qu'est-ce que je disais? Le fait de... voilà. Tous nos besoins, c'est besoin d'être touché, c'est besoin d'être regardé, c'est besoin d'être pris dans les bras. En général, c'est une personne. Et toujours la même, en plus. Et pour toute l'année, et pour toute la vie, et pour 10 ans. Et quand vous faites ça, en général, vous mettez dans un machin fusionnel comme ça, et puis vous éloignez vos cercles d'amis. Alors ceux qui vous donnaient des hugs avant, hop, on les voit plus. Ceux qui vous regardaient, vos copains, vos copines qui vous regardaient dans les yeux, hop, vous les voyez plus. Hein, vous éloignez tout ça, vous jouez la bulle fusionnelle, vous éloignez tous vos cercles d'amis, vos stratégies, vos ressources, vos masseurs, tous vos groupes de pairs, là. Et après, vous vous retrouvez en mode en tête à tête. Et après, vous me dites, ah bah oui, j'ai peur de le perdre. Ah, forcément, vous avez tout mis tout dans un panier. Voilà, donc il n'y a pas plus nocif que ce truc-là. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans la norme. On est dans la norme, on est comme des moutons. Voilà, il faut faire couple, on le sait. Le couple est synonyme de bonheur, tout le monde le dit, n'est-ce pas? Et c'est tellement vrai que tout le monde s'en plaint. Donc voilà, c'est contre-productif. Ok, le couple est idéal, nous forme famille. Ou alors on reste pour les enfants. Vous avez remarqué, il y a des gens, ils restent pour être les parents. Ils veulent pas, ils ont peur de perdre le partenaire, donc on est dans la sécurité familiale ici. Hein. Mais c'est encore par confort. Dès qu'on est dans... J'ai peur de perdre par des problèmes de sécurité, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Il va falloir arrêter d'avoir peur, même pour les enfants. Hein. Il y a quand même suffisamment de couples de divorcés maintenant pour voir que les enfants ne sont pas si traumatisés que ça. Pas exagérer. Alors, les symptômes, quand on a peur de perdre, c'est quoi? La dépendance affective,
Les troubles de l'attachement, je cours après celui qui me fuit. Ça, j'avais déjà fait une conférence. Plus je lui cours derrière, plus l'autre, il s'échappe. Hein. Je crois que je ne peux pas obtenir ce que je veux. Ça, c'est souvent une croyance de celui qui a peur de perdre. Je suis persuadée que je ne peux pas avoir mieux que ça. Je ne peux pas avoir ce dont j'ai besoin. Et comme je ne sais pas prendre soin de mes propres besoins, donc je crois que c'est l'autre qui doit me fournir tout ça. Le deuil long avec des allers-retours. Ah oui, les symptômes, c'est les gens qui font des deuils, c'est-à-dire ça ne va pas avec ce partenaire, donc ils se séparent, mais soit ils ne s'en remettent pas, ils font une fixette, soit ils font des allers-retours. Je me sépare, je reviens, je vais, je reviens, ça va et ça vient, l'histoire. Dans l'espoir que l'ex revienne, qu'il parte, qu'il revienne. Vous avez des histoires comme ça. Vous n'arrivez pas à vous en séparer. C'est les couples qui n'arrivent pas vraiment à se séparer. On se sépare, mais on ne peut pas. Donc, on est codépendant. Et en général, c'est deux personnes qui ont les mêmes blessures, qui sont les blessures de l'abandon. Donc, ça donne de la codépendance, ce truc-là. Donc, on n'arrive pas vraiment à se lâcher. Alors, on va, on vient. En attendant, c'est souvent envahissant, hein, ces problèmes-là. Ça vous prend la tête, en général. Hein. Les attentes énormes que j'ai, parce que j'ai beaucoup d'attentes, parce que pendant que je fixe sur une personne et que j'ai peur de le perdre, je passe mon temps à attendre beaucoup de la relation, et du coup, je ne fais pas autre chose. Je ne suis pas disponible à autre chose. Le trip fusionnel qui devient une addiction. Hein, souvent, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les personnes préfèrent rêver la fusion, c'est-à-dire l'espoir d'y retourner, cette histoire d'addiction, plutôt que de lâcher la fusion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que honnêtement, quand je dis à mes clients, écoutez, est-ce que vraiment vous pouvez vous passer de cette personne ? Elles me disent oui, je sais, c'est pas un prince charmant, il a plein de défauts. Quand je lui dis est-ce que vous pouvez vous en passer ? Elle me dit oui, je pense que oui, oui, je pense que oui. Mais en fait, non, honnêtement, je dis mais arrêtez de vous raconter des histoires, puisque vous n'arrêtez pas de me parler de lui ou de me parler d'elle. C'est que vous ne pouvez pas vous en passer, vous me racontez des cracks, vous n'êtes pas honnête avec vous. Il y a une partie de vous qui préfère rêver l'idéal du couple que de lâcher l'affaire. Parce que c'est quoi la peur ? C'est d'être en contact avec la réalité. Et la réalité, c'est de retourner à la solitude. Toujours pareil. Donc je préfère avoir des attentes idéales sur l'autre, rêver le couple, ne pas lâcher le rêve fusionnel que j'ai goûté peut-être un jour avec ce partenaire, plutôt que de me remettre en contact avec la réalité qui est que non, il n'est pas si top que ça, non, il ne fait pas ce que je veux, non, il ne me correspond pas tant que je veux, mais ça, tant pis, je préfère rêver l'espoir que peut-être un jour on va se remettre ensemble et que c'est magnifique et que ça ira mieux et que tout va changer, que tati, que tata, enfin, toute une histoire. Donc il y en a plein qui préfèrent rêver l'histoire. Donc c'est l'imaginaire. Hein. Je préfère rêver une histoire que d'être en contact avec la réalité qui est telle qu'elle est, qui est qu'il ne changera pas, moi non plus d'ailleurs, et que soit c'est à prendre ou à laisser. Et si c'est trop difficile, à ce moment-là, je dois m'interroger sur pourquoi je ne lâche pas l'affaire. Et j'ai peur de perdre, et on revient à j'ai peur parce que je suis insécure, j'ai peur de la solitude, j'ai peur que je l'ai rendu indispensable, et nanani, enfin toute l'histoire. Donc je préfère rêver une histoire de couple fusionnel qui n'existe nulle part que dans votre tête. Ça, c'est hyper important. Hein. C'est pour ça que y a des personnes qui sont, je l'ai dit très souvent, addictes de l'état amoureux. Et l'état amoureux, c'est addict de la communion. Hein. C'est je suis, ça y est, c'est magnifique. Je suis vraiment une grande amoureuse, un grand amoureux. C'est surtout les femmes. Je suis une amoureuse de l'amour, mon Dieu. Le thème central de ma vie, comme moi j'ai fait pendant longtemps. Hein, le thème central, c'est la relation amoureuse. Je veux faire un couple mythique. Je veux. C'est ce qui ira de mieux dans ma vie. C'est merveilleux. Voilà, c'est la panacée. On le sait, c'est la panacée. Hein. Donc, vous partez dans ce délire. Vous mettez ça au centre. Et du coup, après, vous êtes étonné que ça devient le thème obsessionnel. Voilà, complètement envahi. Forcément, vous en avez fait le thème central de votre vie. Alors, posez-vous la question, pourquoi certains, je ne dis pas tous, ont fait ça, ont mis au centre de leur vie la relation amoureuse, je veux faire un couple, je veux faire un couple. Vous tripez la fusion, d'accord, mais à quel prix ? C'est quand même vachement souffrant, ce truc. Et ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça ne rend pas heureux. Si vous ne savez pas défusionner, ça ne rend pas heureux. Ceci n'est pas vrai. Parce que c'est une stratégie unique, exclusive en plus. Vous avez compris ? Voilà. Alors, après, je parle des troubles de l'attachement. Parce que, pourquoi j'ai peur de perdre ? Parce que j'ai en général des troubles de l'attachement. Et c'est l'insécurité de base qui fait que le bébé va s'agripper à sa maman.
Donc, ma maman m'a pas assez donné d'affection, de chaleur, de soutien, de sécurité quand j'étais petite. Donc, ben, forcément, elle n'était pas toujours là pour moi. Donc, plus grand, plus tard, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais avoir tendance à m'agripper à mon partenaire qui est censé réparer ma blessure d'abandon. Donc, vous l'utilisez pour ça, même si vous ne le savez pas. Vous dites, oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non, vous ne l'aimez pas. Vous l'utilisez pour vous sécuriser. D'accord? Pour réparer cette blessure. Donc, déjà, le mot amour, à chaque fois je le dis, je le redis, utilisez pas ce mot n'importe comment. Ça veut rien dire dans vos bouches. Arrêtez de dire je t'aime, il m'aime, nous nous aimons. Non. Regardez combien, en fait, c'est souvent pour réparer des blessures, des trous béants des trous béants de votre enfance, et que c'est OK. Vous l'utilisez pour vous valider, vous l'utilisez pour vous toucher, pour vous sentir voilà, enveloppé, ça vous fait du bien, etc. pendant un moment. Mais ce n'est pas de l'amour. Mais vous dites, je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, parce qu'à cet instant T, vous êtes comblé dans vos besoins. Donc vous dites, je l'aime, mais vous balancez un je l'aime. Ah oui, bah, je l'aime, non, vous ne l'aimez pas. Vous êtes comblé, point. Bon, c'est pas pareil. Arrêtez de dire n'importe quoi, parce qu'après, 10 minutes après, ou 10 jours ou 3 ans après, vous dites, ah bah je l'aime plus. Bah, pourquoi? Parce qu'il ne comble plus mes besoins, alors je l'aime plus. Mais non, rien à voir. Il n'y avait pas eu d'amour déjà dès le début, il n'y en a pas après, quoi. L'amour, bon, ça c'est un autre thème. Mais l'amour inconditionnel n'existe pas, je le dis souvent. Donc c'est des mots, faut vraiment faire attention au vocabulaire. J'ai dit, on transfère. Pourquoi on a peur de perdre? Parce on transfère papa ou maman qu'on a eu sur notre partenaire. Donc comme on l'a choisi, c'est pas par hasard, on choisit un papa ou une maman bis qui est censé être différent, qui est un bon parent, qui doit devenir un bon parent pour nous. C'est-à-dire, c'est le parent qu'on n'a pas eu, qu'on espère avoir. C'est celui qui va réparer les dégâts. Donc, au début, quand dans les débuts de relation, il est sympa, il fait exactement ce que vous voulez. Et après, il ne fait plus. Donc, justement, vous souhaitez, vous transférez toujours le bon papa ou la bonne maman, et ça fait des désordres. Donc du coup, faites attention à ça aussi. C'est que quand vous avez peur de perdre, c'est que vous transférez le bon parent à l'extérieur de vous, sur le partenaire, et ben, ça réactualise vos blessures de l'enfance, parce qu'il réagit en général exactement comme le parent de l'époque que vous avez eu. Ça remet sur la blessure. Voilà, parce que c'est pas c'est pas à votre partenaire de guérir ses blessures normalement. C'est à vous de les prendre en charge. Donc c'est à vous, par exemple, de prendre soin de vos besoins. Ouais. Alors attends. Ouais, alors elle dit, je le redis, c'est nous qui générons cette dynamique. Oui, vous générez, mais c'est pas conscient, c'est pour ça que je le rends conscient là. C'est ça. Vous générez cette dynamique parce que vous transférez papa ou maman sans vous en rendre compte et vous attendez qu'il se comporte en termes de bons parents, qu'il ait des bonnes attitudes, quoi, qui répondent à vos besoins en clair. Alors de temps en temps, il le fait quand il a envie ou quand il peut ou quand ça le chante, mais il y a plein de fois où il ne le fait pas. Mais il n'est pas censé le faire normalement. C'est juste que vous lui attribuez ce rôle. D'accord? Et du coup, ça fait des bugs sans arrêt, ça. J'attends qu'il n'est pas comme il devrait être et j'attends. Et donc, plus vous lui mettez la pression, plus vous avez des exigences et moins il fait parce qu'il se sent critiqué ou il se sent vous êtes exigeant, vous faites des reproches et moins il a envie de faire. Puisque voilà, plus on met la pression sur quelqu'un, moins il a envie de faire avec joie, quoi. Il le fait parce qu'il faut le faire ou parce qu'il a peur de le perdre aussi. Parce que souvent, l'autre, il a peur aussi de vous perdre. Donc, il le fait parce qu'il a peur de vous perdre. Ça part d'un endroit d'insécurité, mais il le fait pas avec plaisir. Donc, même s'il te dit « Ah, ça me fait plaisir de t'emmener en vacances, ma chérie, là où tu as envie d'aller », en fait, peut-être qu'il ne se sent pas du tout dans le plaisir de le faire. Il le fait parce qu'il se dit « Il faut que je lui fasse plaisir. Sinon, elle va me faire la gueule. Sinon, mince, elle va pas être contente. Et si elle n'est pas contente, tati-tata. » Enfin, voilà. Donc, faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi aussi, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Voilà, j'en ai parlé de ça. La solitude, c'est quoi? Donc voilà, cette histoire de solitude. Puisque la porte pour guérir, c'est la solitude. Pour guérir de la peur de perdre l'autre et de la dépendance affective, la seule porte, il n'y en a pas 10, c'est d'augmenter sa compétence à vivre une solitude pleine, heureuse, pas une solitude paniquante et angoissante. Donc ça veut dire sortir du couplage de la petite personne en vous. Le couplage, c'est ce que vous avez associé, qui est la solitude, c'est panique.
Panique à bâbord, je vais être seule et je vais mal finir. Les autres sont en couple et pas moi. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Donc ça, c'est important de l'examiner, d'expérimenter que votre solitude, vous allez vous l'apprivoiser, vous allez vous l'approprier, vous allez la rendre chouette. Et il va falloir faire ça, et ça peut durer 6 mois, 1 an. Hein. Ça ne va pas durer, c'est pas en 2 minutes. Donc c'est augmenter les moments où vous sortez de la panique et vous commencez à vous sentir, voilà, ça vous traverse la panique. Au début, il peut y avoir de la panique à l'idée d'être seul et d'être toujours seul toute votre vie, ou toute votre vie. Et après, petit à petit, vous commencez à vous détendre, à placer des conditions pour que cette solitude devienne plus agréable, de plus en plus agréable, de plus en plus agréable. Et vous allez trouver, c'est un chemin d'apprivoiser la solitude. Ça ne se fait pas en 2 minutes, mais normalement, on devrait tous avoir dans notre vie des périodes où on n'est pas en couple pour s'exposer à la solitude heureuse. Si on ne le fait pas, si on remplace et on passe d'un à l'autre, là, on est dans le pathos pour moi. Hein. C'est que justement, on a peur d'être seul. Et du coup, comme on ne fait pas cette expérience salutaire qui est d'avoir des moments un moment de solitude pleine, où on sera un empereur, on fera toujours notre vie en mendiant. Hein. J'ai peur de le perdre. Le mendiant, c'est j'ai peur de le perdre. Je prends 3 miettes, d'accord ? Donc, la seule manière d'échapper à ce truc, c'est de passer dans l'empereur ou l'impératrice, et donc c'est d'expérimenter une solitude heureuse. Vous n'avez pas le choix. Et ceux qui ne le font pas, ça va être misérable et tragique. Il y a beaucoup de couples qui restent ensemble pour des mauvaises raisons. Hein. Vous le savez, hein, des raisons de sécurité, de confort, de repères. J'ai des repères. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie d'être seule. Enfin, il y a beaucoup de mauvaises raisons où on doit être des bons parents. Enfin, il y a beaucoup de couples qui restent ensemble pour des très mauvaises raisons. Voilà. Ça, il faut le savoir aussi. Et c'est des couples qui ont l'air de fonctionner en apparence, mais en réalité, c'est bancal. C'est ce qu'on appelle des couples dits symbiotiques. Hein. Voilà, le retour au figement, c'est la peur de ne pas savoir gérer seul ses besoins. Souvent, hein, les gens qui sont en couple pendant longtemps ou qui sont fusionnels comme ça, je l'ai dit, ils se créent une bulle et ils ont oublié de prendre en charge leurs propres besoins. Donc, ils ne savent pas se rendre heureux, en fait. Ils ont plus le cercle d'amis numéro 2 et numéro 3 n'existe plus. Cercle d'amis 2, c'est les gens qui sont assez proches de vous, les amis sur qui vous pouvez compter. Et le 3, c'est les relations plus superficielles. Mais quand même des relations. Il y a des personnes, elles n'ont plus rien. C'est le vide total. Voilà. Je sors de mon histoire d'amour. Le cercle 2 existe et le cercle 3, alors là, rien. Donc ça va être vraiment important d'examiner vos cercles et de les constituer ou de les reconstituer si vous les avez zappés. Ça, c'est hyper essentiel. Vos activités, vos loisirs, voilà, tous les endroits où vous pourriez avoir du plaisir que vous ne savez pas trouver. Et puis, globalement, il va falloir examiner votre vie aussi pour guérir de cette histoire de peur de perdre l'autre sur comment je sais me rendre la vie belle. Comment je passe d'un mode de vie où je suis beaucoup dans les efforts et la contrainte et le stress à un mode de vie où je sais prendre du plaisir à la vie. Et ça, c'est pas gagné parce que là, c'est un travail sur la globalité de votre vie. C'est la manière de fonctionner en général de votre vie et pas sur on prend la relation amoureuse, c'est un symptôme. Vous avez un problème, j'ai peur de le perdre, vous êtes envahi, vous faire une fixette. Mais en réalité, il y a un problème global sur la vie en entier, sur votre fonctionnement. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement l'histoire avec un mec ou une nana. Hein. Voilà. Bon, et en plus, la solitude, c'est mal vu d'être célibataire, on l'a dit. Donc l'idée de perdre l'autre, parce que très souvent, c'est pas le fait que quand vous perdez l'autre, hein, que l'autre vous quitte, que vous êtes obligé de subir une rupture, hein, vous êtes obligé de vivre des moments de solitude. C'est pas si mal géré que ça pour la plupart d'entre nous. Alors, certains s'effondrent, mais c'est plutôt à l'idée de perdre que je m'effondre. Je m'effondre maintenant à l'idée de perdre plus tard. Il y a beaucoup plus d'angoisse à l'idée de le perdre que dans la réalité. Dans la réalité, vous êtes des adultes, donc vous avez quand même des ressources pour faire face à. Mais c'est l'idée que je me fais que si je le perds, ça va être tragique et je vais m'effondrer. C'est ça la panique. Et ça, c'est une mémoire d'enfant. C'est comme si vous... Mais oui, il faut le comprendre. C'est comme si vous étiez tout petit et que vous retourniez à l'époque où vous étiez complètement dépendant de votre maman et que vous vous dites « Ah, si je perds mon compagnon qui était censé me soutenir, me donner de l'amour, me regarder, mes liens, voilà, je vais m'effondrer. C'est-à-dire, je vais être tout seul dans l'univers. C'est ça, je vais m'effondrer. Je vais être tout seul et je ne ferai jamais face à rien. Ouais.
C'est bien. Ah bah, ça, c'est un truc d'enfant, hein. Parce que quel âge tu as quand tu parles comme ça? Tu es tout petit. Parce qu'en réalité, tu oublies que tu es grand et que tu as des compétences pour te protéger, pour téléphoner à tes copains, pour aller voir une conférence, pour travailler, pour voilà, mais pour aller te faire masser si tu as des besoins de contact, je sais pas, pour te faire prendre dans les bras par une copine, si je sais pas quoi. Vous avez des stratégies à trouver. Vous êtes des grands, vous n'êtes plus des bébés. D'accord? Mais vous le vivez comme un bébé, comme un tout petit, qui s'imagine que ah là, je vais m'effondrer, ça va être tragique, ça va être dramatique, je vais être seul dans l'univers, tous les malheurs vont m'arriver. Donc c'est l'idée que je me fais que je ne pourrais pas gérer sans lui ou sans elle. Et ça, c'est un drame parce que l'imaginaire, pour le cerveau reptilien, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc lui, vous lui dites, vous allez vous effondrer, il dit, tu t'effondres maintenant. Donc en fait, c'est maintenant que vous êtes dans l'effondrement, vous tapez des angoisses maintenant à l'idée que plus tard il va partir. Et dans la réalité, si vraiment vous vous mettez en contact avec instant après instant, en général, quand il n'est pas là, même si votre doudou s'éloigne, vous n'êtes pas effondré. C'est pas vrai, hein. Vous avez beaucoup plus de compétences que vous ne l'imaginez. L'enfant terrorisé, impuissant en nous pour prendre le pouvoir. Alors oui, et si l'enfant, c'est ça, j'aime bien cette image. Vous savez, c'est comme au manège. L'enfant, d'un coup, en vous, il a tiré le pompon. Ah, j'ai trouvé mon partenaire préféré, ça y est. Oh, c'est génial, je suis dans un truc, une histoire fusionnelle avec mon partenaire. Waouh, j'ai trouvé la bonne chaussure. Yes, I can do it, j'ai fait et tout. J'ai trouvé le super mec, la super nana. Avec lui, on va aller au bout du monde, on va construire une belle histoire et tout. Bon, alors, méfiez-vous parce que quand vous êtes enthousiasmé, c'est sympa. Mais quand vous croyez avoir tiré le pompon dans le manège, après, le problème, c'est que vous ne voulez plus lâcher le pompon, comme les enfants. Oh, je veux le pompon, je veux le garder. me reprenez plus jamais le pompon, hein, je veux le garder. Voilà. Mais, donc, c'est l'enfant en nous, c'est mignon en même temps, hein, qui est tout content d'avoir fait sa trouvaille, qui dit, j'ai enfin trouvé le compagnon, la compagne avec qui je vais faire affaire pendant X temps. Voilà. Tout ira bien pour moi, ça y est, il va me sauver la vie. Et je veux garder mon pompon. C'est le début du... Là, c'est franchement, quand vous faites ça, c'est pas bon du tout. Parce que c'est ça qui va générer justement la peur de perdre, toute la confusion entre l'amour et le besoin, c'est-à-dire la nécessité. C'est-à-dire c'est comme si l'autre m'est nécessaire, hein, mais l'amour n'est jamais nécessaire. L'amour est libre, hein. Normalement, c'est pas une nécessité d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein. On a juste envie de partager des moments avec quelqu'un. On n'a pas besoin de quelqu'un, hein. Alors déjà, donc c'est important de voir ça aussi, hein. Vous ne devez pas utiliser le couple comme étant quelque chose d'essentiel à votre vie. Non seulement le couple et le partenaire. Parce qu'il y a deux choses. Parfois, on se dit, j'ai besoin d'un couple dans ma vie. Si ce n'est pas lui, ce sera l'autre. Et si ce n'est pas l'autre, ce sera un autre. Donc, j'ai besoin d'un couple. Et après, on se dit, j'ai besoin d'un partenaire et c'est ce partenaire-là et pas un autre. Pourquoi? Parce que ce partenaire-là m'a fait me sentir... comblé, voilà. Et donc, c'est lui, il est tellement doué pour ça. Voilà. Il est le garant de mon bonheur. Donc, tout ça, exit. Voilà. Ça, j'avais un exemple cette semaine où il y avait un homme, c'était un homme plutôt, qui disait je ne peux pas la perdre parce que je veux contenter cette femme, j'arrive pas à bander. Oui, c'est des problèmes de sexualité souvent, hein. Quelqu'un qui avait des problèmes d'érection, parce qu'il veut tellement la satisfaire, il se met tellement la pression pour pas la perdre et pour la satisfaire, cette femme, que du coup, bah forcément, l'érection, ça fait plouc. Bah oui, il n'est pas détendu. Plus on est tendu, c'est ça, hein, c'est quand j'ai peur, je me mets la pression et c'est contre-productif. C'est comme ça que ça va faire en sorte que vous n'allez pas obtenir le résultat escompté. C'est exactement comme ça que c'est vraiment le coup foireux, quoi. Plus je me dis que je dois la contenter, moi je la contente en fait, parce que je me décentre. Ça c'est pour l'histoire d'un. Plus je veux bander, moi je bande. Plus j'ai peur et plus ça fournit l'inverse de ce qu'on veut en fait. Donc c'est important. Alors comment faire? Déjà arrêter de se mettre la pression. Et pourquoi je me mets la pression? Parce que je me dis que si jamais je ne contente pas cette femme, elle va, je sais pas quoi, elle va être frustrée. Et si elle est frustrée, elle va finir par partir. Et rebelote. Et si elle part, je suis mal. Voilà. C'est toute l'histoire. Là, je prends un exemple d'un homme parce que très souvent, on a beaucoup d'exemples pour les femmes. Les femmes sont beaucoup plus dépendantes affectives que les hommes. Pourquoi elles mettent au centre le thème de la relation amoureuse et du couple pour leur protection? Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui ont des problèmes aussi, mais de peur de perdre leur compagne, mais à d'autres endroits, souvent, ça se pose. Mais il ne faut pas croire qu'il y a que les femmes qui sont des dépendantes affectives. Voilà. Alors, les conséquences, quand vous avez quelqu'un qui
Quand vous avez peur de perdre quelqu'un, voilà les conséquences sur vous. Vous avez peur et vous êtes en colère contre vous et contre elle. Parce que très souvent, vous êtes conscient que vous ne devriez pas être comme ça. Théoriquement, vous savez que vous ne devriez pas avoir peur de perdre l'autre. Mais vous n'y arrivez pas. Donc en plus, vous culpabilisez, vous dites « mais je suis nulle !» Je ne devrais pas avoir peur de le perdre, mais j'ai peur et j'ai peur. Donc, bon, voilà. Et en général, cette solitude n'a jamais été vraiment vécue. Hein. Vous n'avez jamais vraiment osé vivre une solitude pleine. Vous n'avez pas fait cette expérience. Vous avez toujours sauté de bras en bras la plupart du temps. Donc, vous ne savez pas que c'est possible. Je me dévalorise et je le survalorise. Ça, c'est en général comme ça. Si j'ai peur de perdre, moi, je suis moins et lui, c'est sur un piédestal. Ou elle, c'est comme ça. Je crois l'aimer. Alors, ça, le mot aimer, au secours. Donc, plus je suis en mode abandon, panique, plus j'étouffe l'autre. Plus je l'envahis, plus il fuit. Le coup classique. Hein. Donc, ça donne le fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Plus je m'adapte, hein, plus je me dis je vais le perdre, plus je fais des efforts pour lui faire plaisir. Et plus je me fais passer après, plus je m'oublie, et moins ça marche, parce que je suis tendue à faire des efforts. Et en plus, je ne dis pas le un quart de ce que je pense, en général. Hein, c'est le profil du planqué, ça. Je ne dis pas au fur et à mesure ce que je ressens, car je me juge d'avoir trop d'attentes, et de le faire fuir ou de le fâcher. Donc, c'est du bricolage, vous bricolez sans arrêt, vous manipulez, vous faites des stratégies, enfin, c'est compliqué dans votre tête. Et du coup, vous prenez la tête, c'est pas simple, quoi. C'est même des moments de torture, bien souvent. Donc, du coup, vous mettez la pression pour bien faire. Voilà. Et plus vous attendez des choses de sa part, et plus vous mettez la pression pour qu'il fasse bien, pour que vous fassiez bien, etc., plus il surréagit et la boucle est bouclée. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est vraiment une boucle pas terrible. Du côté du partenaire, qu'est-ce qui se passe quand le partenaire, quand vous avez peur de perdre l'autre, qu'est-ce qui se passe chez l'autre ? Vous perdez vos moyens. Soit il vous désidéalise parce qu'il voit que vous n'êtes pas sexy, vous courez derrière, hein, en général. Donc soit vous tombez du piédestal, ou alors, autre manière de gérer, c'est qu'il prend le pouvoir sur vous. Il vous définit, il vous dit comment vous devez vous diriger, il vous drive. Voilà. Oui, souvent il vous définit. Où il vous dit comment vous devez faire dans la vie. Et là, comment vous êtes dépendante. Là, vous devriez vous comporter comme ci, comme ça. Hein, voilà. Donc, il prend en main la situation. À force d'être acquis en mode j'attends trop, il sent la pression et fuit. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il sent que vous mettez la pression. Donc, lui, voilà, il en a marre. Au revoir. Ça le fait partir. Classique. Alors, voilà. Donc là, les pistes pour en sortir. Goûter la plénitude quand les besoins ne sont pas nourris par un objet en particulier. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est sortir de l'idée que vous pouvez être bien, vous sentir bien uniquement par la stratégie de la relation amoureuse. Non. Il va falloir trouver d'autres manières. Arrêtez de faire une fixation sur le couple. C'est vraiment une fixation. Je l'ai longuement fait, mais je me suis interrogée sur pourquoi le couple, machin avec le couple. Mais non, c'est pas le seul moyen d'avoir du plaisir dans la vie. Voilà. Heureusement, mais alors le problème, c'est que bien souvent, vous le dites, mais en réalité, les gens me disent, mais c'est pas aussi bien que. Alors quand je fais du sport, quand je vois mes amis, c'est fade, c'est moins bien que. Tu vois, c'est évalué comme moins bien que le reste. Et c'est ça le problème. Je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs. C'est je n'arrive pas à me contenter des choses qui sont soi-disant moins bien que. Donc, il y a une évaluation qui est faite par le cerveau, hein, je pense, ou une représentation mentale que le couple, c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous avez touché des moments fusionnels, vous êtes éclatés. Mais ce n'est pas ça. La vie ne propose pas de la fusion H24. Vous n'avez pas besoin d'un biberon. Donc, il va falloir trouver vraiment des petits plaisirs dans la vie et vraiment d'avoir du plein ailleurs, quoi, et d'arrêter d'évaluer le reste comme fade, inintéressant, moins intense, moins top. Voilà. Tant que vous n'êtes pas en capacité de faire ça, vous allez rester scotché dans la peur de perdre. Et la peur de perdre, la dépendance affective et le couple et machin. Je veux un couple. Si c'est pas lui, c'est l'autre. C'est infernal. Hein. Donc voilà ce que j'en pense. Apprivoiser la solitude, prendre en charge ses besoins. Ça, c'est un gros travail, prendre en charge ses besoins, parce qu'il faut déjà les identifier. Et bien souvent, les gens ont du mal à les identifier. Notamment les altruistes, parce qu'ils sont capables de donner aux autres, de contribuer aux autres, mais pas d'être en contact avec leurs besoins. Le besoin, en général, les besoins, il faut que vous preniez un papier et vous écriviez noir sur blanc, ça je le fais faire souvent, quels sont les besoins que l'autre pourvoit
enfin l'autre, c'est-à-dire la personne à qui vous êtes attaché. En général, si vous êtes attaché à une personne, vous prenez, je sais pas, elle s'appelle Jacqueline, vous prenez Jacqueline, si vous êtes un homme, et vous dites, Jacqueline, je suis attachée à toi parce que tu me donnes de la tendresse, tu me donnes de la reconnaissance, tu me donnes de l'attention, tu m'écris des poèmes, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle fait tu me fais bien à manger, qu'est-ce qu'elle peut faire encore? Tu passes du temps avec moi à faire de la cuisine, du kayak, enfin je sais pas quoi. Enfin, tu fais des trucs avec moi, c'est génial. Tu me soutiens en informatique. Alors vous faites la liste, hein, mais vraiment déclinez la liste. Ensuite, vous reprenez tout ce que vous avez noté, chaque mot, et vous allez prendre en charge ça. Arrêtez de confier la responsabilité de prendre en charge chaque besoin à votre partenaire. Ben non, je vais trouver d'autres stratégies. Agrandir, il faut varier les stratégies. D'autres stratégies, par exemple, pour... qu'est-ce que tu as dit pour faire la cuisine. Voilà. Pour l'intimité aussi. Hein, si tu es bienveillant avec moi, tu passes des moments d'intimité, bah non, il n'y aura pas que toi sur Terre pour remplir ça. Il n'y aura pas que toi sur Terre, même pour la sexualité. Hein. Alors, la sexualité, ça peut se faire seul. Vous pouvez trouver d'autres idées pour la sensualité, développer votre sensualité, de vous scotcher sur « Ah mais oui, la sexualité, c'est avec lui, pas avec quelqu'un d'autre. » C'est toujours pareil. C'est une et une seule personne pour tous les besoins. Pour les besoins de reconnaissance, non, ça ne va pas qu'une personne. Pour les besoins de tendresse, non, pas qu'une personne. Donc, vous prenez tous les besoins que vous allez lister les uns derrière les autres, tout ce qu'elle me fait me sentir bien, et vous allez repartir avec votre... vous allez repartir bon an, mal an, en essayant de trouver d'autres stratégies. Et il faut être créatif. C'est votre adulte qui doit prendre en charge cette question-là, d'élargir les stratégies. Et parfois, vous les avez jamais développées, en fait. Vous n'y avez jamais pensé dans votre vie. Donc déjà, en général, vous n'êtes pas créatif parce que ça ne vous est même pas passé par la tête. Donc ça va être un moment pour vraiment faire ce travail et puis commencer à examiner cette question de quelle stratégie ES je mets en face de chaque besoin pour ne pas faire dépendre d'une et une seule personne cette question de mon bonheur ou de satisfaire mes besoins. Mais en général, les gens, ils ne le font pas vraiment. Hein. Ils ne vont pas au bout de ce travail. C'est extrêmement important parce que tant que vous ne le faites pas, vous croyez que c'est Jacques ou Jacqueline qui vous procure la dose, la dope. Et c'est une drogue, c'est une dose. Hein, voilà. La reconnaissance, c'est quelle et à quelle. Ah bah oui, bah non. Bon, moi, je l'ai fait, ce travail, hein, et je peux vous assurer que je vais mieux depuis que j'ai vraiment élargi mon cercle 2, mon cercle 3, mes activités, mes loisirs. Mais ça demande du temps, d'expérience. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas abstrait. Il faut vraiment descendre sur le terrain et vraiment faire des choses, vous prendre en main pour avoir le courage de se prendre en main dans dans une solitude pour se dire, mais qu'est-ce que je vais essayer ? Par exemple, je vais faire la cuisine avec quelqu'un d'autre, je vais chanter avec quelqu'un d'autre, voilà. Donc le couple, c'est deux espaces différents. Le couple, c'est pas la fusion. Hein. Le couple ne célèbre pas la fusion, pas du tout. Le couple célèbre deux individus séparés qui peuvent se relier l'un à l'autre et communier à partir de la séparation, pas à partir de la fusion. C'est pas du tout. Hein. La fusion, c'est vraiment de l'illusion. C'est de la confusion. Donc non, vos couples fusionnels dont vous rêvez, c'est la mort du couple. C'est votre mort à vous. Hein. C'est vraiment de la souffrance, et de la dépendance, etc. Donc non, le couple célèbre deux individus séparés qui peuvent justement être suffisamment dans une distance pour pouvoir avoir plaisir à être ensemble et pas être dans une nécessité, j'ai besoin de toi parce que sinon je ne suis pas bien, je n'ai rien, je ne rencontre rien, ma vie est nulle, ma vie est fade, ma vie ne vaut rien, je ne suis pas en sécurité, etc. Non, tant que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas faire couple en fait. Vous faites des couples qui sont complètement bancales et qui en général réactivent les blessures et souvent ça part en sucette quoi. Donc, voilà. Ah oui, donc c'est pour ça que je faisais... Voilà, vous identifiez les besoins et ensuite vous faites 3 colonnes. De mois à mois, comment je m'y prends pour satisfaire mes besoins. Par exemple, j'aime bien faire la cuisine avec toi, et ben, je vais faire la cuisine toute seule aussi. J'ai besoin que tu me valides, que tu me reconnaisses et que tu me regardes en me disant « Oh, combien je suis belle, intelligente », et ben, je vais le faire toute seule, d'accord, de mois à mois. Donc de mois à mois, en mode autonomie, je prends en charge mes besoins. De mois... Deuxième colonne, de moi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein, mais quelqu'un d'autre, c'est pas le mec avec qui je suis, ni la nana avec qui je suis, avec quelqu'un d'autre. Et de l'autre vers moi.
D'accord? Donc, je vais stimuler, je vais faire des demandes. Par exemple, j'ai besoin de reconnaissance, c'est mon compagnon qui m'en donne le plus. Eh bien non, je vais arrêter ça. Je vais demander à Pierre-Paul Jacques de me dire ô combien je suis belle et désirable, par exemple. D'accord? Je vais demander à d'autres personnes, je vais faire des demandes pour que mes besoins de reconnaissance soient remplis. Voilà. Ou de moi vers les autres. Voilà. C'est soit de moi vers les autres, soit des autres vers moi. Et puis après, il y a les multiples. Les multiples, c'est les groupes, les communautés. Par exemple, ici, on est en groupe. Donc, si j'ai pas de problème de reconnaissance, mais si j'avais des problèmes de reconnaissance, je dirais à la fin, n'oubliez pas de m'applaudir et dites-moi ô combien c'était bien ce que j'ai fait. Vous voyez? Donc, faire des demandes claires. Parce que là, je vais recevoir, c'est-à-dire ce besoin de reconnaissance, s'il est faible, parce que je vois que dans mon couple, je l'utilise pour ça, eh bien, je vais attendre, je vais savoir que je vais m'orienter, me diriger sur les multiples, sur les groupes, pour avoir ce dont j'ai besoin. Ça peut être de la tendresse. Voilà, donc je vais aller dans des communautés ou des groupes, je sais pas, je vais faire de la biodanse, je vais faire des tas de trucs rigolos pour pouvoir avoir de la tendresse par les groupes, par la communauté, ou le collectif. Je vais arrêter d'attendre d'une personne. Donc vous voyez que les stratégies, on peut commencer à y réfléchir en élargissant le cercle de moi à moi, de moi vers la dyade, c'est-à-dire avec un autre et pas forcément mon partenaire de couple, et puis de moi vis-à-vis du collectif, du groupe. D'accord ? Donc, tant que vous n'avez pas examiné cette question-là, vous êtes rivé sur le couple. Le couple. Yes. Bon. Donc, et là, vous êtes dans la peur de perdre. C'est affligeant, hein, mais c'est exactement l'état des lieux que j'ai fait moi sur moi et que je fais souvent sur mes clients qui sont les hyper dépendants affectifs, en fait. Hein. Voilà, pour guérir des blessures, il faut augmenter la compétence. Alors, sur les 5 blessures, pour celui qui a la blessure au rejet, il faut augmenter la compétence de contact, ce que je viens de dire, me faire toucher davantage, être en contact avec la vie qui circule, voilà, ça va être mieux. Pour celui qui a l'abandon, c'est ce que j'ai dit, répondre à mes besoins avant ceux des autres. Donc, je réponds d'abord à mes besoins avant de faire plaisir à mon compagnon, d'accord, hein. Et puis, augmenter la capacité à être seul, ça je l'ai dit. Pour la trahison, celui qui a la blessure à la trahison, il faut augmenter la capacité à faire confiance à l'autre. Bon, mais là, il a en général pas trop peur de perdre celui-là, parce qu'il est à l'aise dans le fait de perdre l'autre, il est pas confiant. Hein. Et la blessure d'humiliation, c'est plus, j'ai le droit de me montrer tel que je suis. Tant pis si je perds l'autre, mais au moins je porte pas un masque, je me mets en vérité. D'accord ? J'arrête d'omettre, de nier, de minimiser, de dire des trucs, mais j'en pense par moins, parce que sinon, il va penser que, il va me juger que, il va partir en courant, etc. Non. Là, c'est je suis comme je suis, et il m'aime, c'est bien, il m'aime pas, il part, et je vais me débrouiller, même s'il part. Ce n'est pas tragique. Voilà. Et puis pour la blessure à l'injustice, c'est la compétence à l'intimité, c'est le clivé de l'amour. Hein. Donc ici, c'est des personnes qui pensent qu'elles sont défaillantes au niveau de la sexualité. Je ne suis pas un bon amant, une bonne amante, ou pas assez. Donc je joue à Don Juan pour vérifier que je suis un bon amant, que je suis désirable, etc. Je fais l'inverse, évidemment, hein, parce que dans les apparences, je montre l'inverse que ce que je crois en moi. Ou alors, pareil, je suis le meilleur compagnon amoureux, voilà, je suis le sauveur, je ferai tout pour toi, je suis un très bon compagnon amoureux, parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, je suis défaillant, je crois que je suis défaillant, donc je fais l'inverse, je te montre l'inverse. Mais j'ai peur de te perdre, en fait, hein. J'ai peur que tu vois tout ça, que je suis le vilain petit canard, tu vas tôt ou tard finir par voir mes défauts. Donc là, c'est augmenter la compétence à l'intimité, hein, c'est être proche de l'autre et arrêter de montrer une image qui n'est pas soi. Voilà, ça c'est pour apprendre à guérir de ces blessures. Je vous le fais rapidement, mais c'est souvent en travail de thérapie qu'on le fait. Donc en conclusion, puis après je vous laisse la parole pour les questions, pour ce thème autour de quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe. Plus j'ai peur de le perdre et plus je vais perdre l'autre. C'est comme ça que ça va, c'est vraiment contre-productif. Hein. Eh bien, le couple, je le redis, n'est pas une nécessité. Hein. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une nécessité, mais comme vraiment une envie de partager des moments, hein. Bons ou moins bons, parce qu'il n'y a pas que des bons moments à la clé dans la relation, ça c'est sûr, mais que je puisse aussi tolérer les mauvais moments et que ça ne me mette pas tellement en souffrance. Et pourquoi je vais pouvoir tolérer les mauvais moments ? Parce que je sais prendre d'abord soin de mes besoins en mode autonomie quand il n'est pas là.
Donc, je n'ai pas besoin d'être tout le temps avec quelqu'un à la colle H24, hein. Même si vous vivez sous le même toit, il serait de bon ton que vous ayez des espaces séparés, des espaces où vous n'êtes do not disturb, vous n'êtes pas disponible. Donc, vous prenez soin de vos besoins, ou alors vous avez vos soirées, vos amis, vos machins, mais vous n'êtes pas obligé d'être toujours à la colle et de tout faire ensemble. Ça va signaler la mort du couple pour plus tard, hein. En tout cas, ça va créer des problèmes, ça, hein. Trop de fusion, ça noie, hein, ça tue le couple. Et puis je l'ai dit, hein, les personnes restent souvent en couple pour de mauvaises raisons, donc il faut qu'elles s'interrogent sur ces questions-là. Peur de l'inconnu souvent, hein. La solitude, mais l'inconnu. C'est-à-dire j'ai mes repères, mais alors là, si je lâche ce partenaire, oh là, c'est le vide, je ne sais pas où je vais, j'ai plus de repères. Donc peut-être faire confiance aussi que les repères, ils vont se refaire, mais vous ne pouvez pas les connaître puisqu'ils ne sont pas là, c'est pas prévisible. Donc c'est des peurs imaginaires souvent. Je vous dis, la plupart des gens ont peur de l'effondrement. En réalité, quand ils se retrouvent dans le réel, il y a pas d'effondrement. C'est un effondrement d'une mémoire. C'est une mémoire somatique qui est remise à la surface, une mémoire d'enfant. Mais voilà, l'adulte gère beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Le couple ne doit pas être au centre de ma vie et comment je peux prendre plus légèrement et mettre moins d'enjeux dans la relation. Voilà, ça, c'est extrêmement important. La légèreté, elle vient avec le fait que j'arrête de m'identifier identifier, c'est-à-dire je suis persuadée que c'est vrai que j'ai besoin de cette personne. Que sans lui, sans elle, ma vie est fade, inintéressante, ou que je suis nulle, ou que je ne vais pas m'en sortir, ou que je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une identification. C'est-à-dire c'est une cristallisation d'une croyance qui est liée à un passé, des mémoires d'enfants qui ont été blessés, ou des mémoires d'expériences de solitude mal gérée. Donc ce sont des mémoires qui reviennent à la surface. Donc je vais préférer le rêve de la fusion, l'espoir qu'un jour peut-être, soit je me trouve un mec génial, soit celui-là je ne peux pas le lâcher parce qu'il a été génial, donc il doit l'être, il va l'être à nouveau. Donc ça c'est, je m'agrippe à cette idée, hein. Et du coup, je vais me mettre à mal, quoi, parce que c'est comme ça que je vais avoir peur de le perdre, et c'est comme ça que je le perds. Exactement, c'est la peur de perdre qui fait perdre l'autre. Et qui me perd, moi, je me perds et je le perds. Donc, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Guérir de ça, c'est aller dans le plaisir de ma vie, augmenter la jouissance, augmenter le plaisir, dans la détente, hein. Vous avez vu, derrière, l'inverse de la peur, c'est le plaisir. C'est pas la sécurité, c'est pas plaisir. Il faut que ce soit plaisant. La sécurité, le sentiment de sécurité doit être quelque chose de vécu comme agréable. Souvent, c'est la paix. Sécurité, paix. Je suis en paix. Donc, ça doit être agréable. Donc, ça doit être du plaisir. Donc, je reviens à cette notion de plaisir qui est extrêmement important, qui est que si je ne sais pas m'orienter assez, en général, si je n'ai pas assez de ressources dans ma vie, sur le plan affectif, familial, matériel, loisir, tout, expérimenter la saveur des aliments, toute la sensorialité, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir du mal à vous en sortir parce que vous allez utiliser la stratégie couple comme étant la meilleure stratégie. C'est la stratégie la plus facile. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ont la représentation que le couple, c'est normal, le couple, c'est bien, voilà, tout le monde est en couple, donc le couple, c'est la stratégie pour avoir tout ce qu'on veut. Pas du tout. C'est une hérésie, c'est une fantaisie. Fantaisie, c'est un fantasme. Donc, à vous de travailler sur vous. Voilà, donc moi, j'en ai fini avec mon exposé. Et je serai très preneuse de vos questions sur ce thème ou sur vos témoignages de peur de perdre, qui fait perdre. Oui, alors, attends. Par contre, je vais... non, parce que c'est mieux... tiens. Comme c'est enregistré. Merci. Donc là, dans l'assemblée que nous sommes, il y a grosso modo, on est à peu près sur la même moyenne d'âge. Est-ce que ça s'adapte aussi, par exemple, aux jeunes couples ? Ah, bonne question. Alors, pas jeunes couples qui ne sont pas ensemble depuis longtemps. Hein. Oui, les jeunes, la jeune génération. Qui sont dans la construction, dans le nid, dans le foyer, dans les enfants, voilà. Alors, les mentalités ont changé quand même. Elles changent rapidement en ce moment. Et donc, on ne peut pas faire une réponse globale parce qu'il y a plusieurs mouvements chez les jeunes, hein. Il y a le mouvement conservateur qui est, oui, le compagnonnage, le mariage, voilà, on va se paxer, etc. Et on y croit. Donc, le romantisme, en fait, hein. Et puis, tu as un autre mouvement, un contre-mouvement qui est beaucoup plus ouvert. On fait plein d'expériences avant de se mettre en couple. Donc, on n'a pas peur de perdre, puisque, par exemple,
on fait une expérience, mais on ne tient pas vraiment à la personne, on ne va pas s'accrocher, on va pas construire quelque chose, tu vois. Donc là, la peur de perdre, elle est moins opérante. Elle arrive, la peur de perdre, c'est quand tu veux dans ta tête créer un couple qui dure. Donc les jeunes qui veulent, je pense que tu penses à des jeunes qui veulent construire, pas des jeunes qui sont juste en mode expérientiel. Voilà. Donc on va retrouver, dès que tu veux construire, tu crées un imaginaire. Que tu le veuilles ou non. Quel que soit l'âge, dans ta tête, tu vas construire un imaginaire, une projection sur le futur, comme quoi il faut que ça dure. Il faut que ce qui est là maintenant persiste, que l'amour persiste. Donc, sinon, il n'y aurait pas de mariage. D'ailleurs, j'avais interviewé une nana qui travaillait sur le mariage il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, mais personne ne viendrait me voir. Sinon. Si on n'y croit pas, que dans le futur, ça va durer, qu'on va s'aimer pour toujours, on ne va pas se marier. On n'a rien à faire. On ne se met même pas en couple. On arrête tout de suite. Donc, il faut quand même un minimum d'enthousiasme, de croyance sur l'avenir pour qu'on puisse se mettre en couple. Tu vois. Sauf que c'est le piège, c'est que cette croyance, elle peut être, tu vois, ça peut t'enthousiasmer, tu as des ailes, machin, tu dis, ah ouais, super, alors on va prendre une maison, on va peut-être faire des enfants, tout ça, plein de trucs. Mais on oublie que c'est une projection, donc un imaginaire. Et donc, du coup, ça va créer aussi un agrippement à l'idée du couple. Parce que bien souvent, les gens, ils ont pas... J'ai dit, la réalité, elle n'est pas si dure que ça quand tu te sépares. En fait, c'est ce qui est dur souvent, c'est le deuil du projet couple que j'ai fait dans ma tête, durable pour l'éternité. L'amour dure toujours. Tu vois, c'est ça. Et donc, tant que tu n'es pas en contact avec, en conscience avec cette idée-là, qui est que, ok, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher, on a l'air de s'aimer, ça fonctionne. Bon, c'est fonctionnel, ça marche bien. Et puis, quand arriveront les crises, je ne me fais pas une projection dans l'avenir. C'est pas souhaitable de me faire une projection que ça va durer toujours. Tu vois, ça, c'est une projection un peu naïve. Et peut-être les jeunes, on peut avoir ça parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience derrière. Mais c'est l'idée que je me fais que ça pourrait durer parce qu'on s'aime. Et on est enthousiaste, mais bon, voilà, on est passionné, on est amoureux. Bon, pour tous les amoureux qui fait ça. Et en même temps, il y a cette notion de vouloir faire durer dans le temps. Tu vois, mais le temps et l'espace n'existent pas quelque part. C'est vraiment quelque chose qu'on projette, qu'on fabrique et ça crée un schéma mental dans notre tête qui fait souffrir quand justement ça s'arrête brutalement. Je dois faire le deuil du projet couple et de tous les projets qu'on avait mis en place, la maison, je sais pas, les voyages, enfin l'idée qu'il allait me soutenir pour toujours. Et là, boum, c'est l'effondrement. Mais c'est l'effondrement parce que je me suis fait à l'idée... j'ai conçu l'idée dans ma tête que ça allait durer en fait. On ne devrait pas fonctionner comme ça. On devrait fonctionner dans ah oui super, on se met ensemble, on crée quelque chose, éventuellement on achète une maison ensemble, etc. Mais c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça veut rien dire. Ça veut dire que maintenant ça va et peut-être demain ça ira. Parce que ce qui fait que ça va durer, c'est parce que les deux partenaires vont mettre de l'énergie au service du changement et de dépasser les crises ensemble. C'est pas autre chose que ça. Donc de mettre de la conscience sur leurs blessures, sur leurs problèmes, vont faire un travail sur eux, etc. Vont communiquer suffisamment bien pour faire en sorte que le couple dure. Mais c'est pas parce que je crois que ça va durer et que je me dis que je l'aime et qu'on est enthousiaste maintenant que ça va durer. Non, pas du tout. Alors. C'est immature, ça. Hein. Non, mais si... Attends, tu peux passer le... De la même façon que s'il y a un deuil physique. Si c'est une rupture, d'accord, c'est ce que tu expliques, mais ça peut être aussi un des deux qui décède brutalement. Oui, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que quand parce que la mort, c'est la mort. C'est pas quelqu'un qui part. Oui, mais c'est moins présent, c'est moins fort que quand tu te mets en couple et qu'il part pour quelqu'un d'autre, ou parce qu'il part parce qu'il y a des conflits, ou parce qu'il ne te supporte plus, parce que je ne sais pas quoi. Il meurt, c'est la fatalité, tu vois. Bon, bah voilà, c'est la vie qui me le retire. Mais c'est pas parce que je suis insupportable, tu vois. C'est pas parce que je l'insupporte, ou c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que, tu vois. Oui, mais les projets de l'avenir, cette maison qu'on avait décidée, ces enfants que je vais élever oui, seul, ça peut être délicat. Il m'avait dit qu'il serait là tout le temps pour moi. En fait, il est mort, il est plus là. Oui, alors, mais ça peut. Il y a des deuils comme ça qui se font. C'est moins fort que quand je subis une séparation où l'autre part pour quelqu'un d'autre, par exemple, ou l'autre part parce que je l'insupporte. C'est moins narcissique, hein, parce que la vie me l'a retiré. Bon, bah la vie, c'est la vie. Ok, c'est comme ça. Je peux pas en vouloir à ce mec-là. Il est parti. Alors, je peux être un peu en colère contre lui qui est mort, mais bon, voilà. Le travail de deuil, mais c'est moins.
c'est moins farouche que quand... C'est moins fort, c'est moins blessant, moins souffrant que quand tu pars pour quelqu'un d'autre. C'est moins long, en fait. Mais le travail, c'est narcissique. Il est parti parce que je l'insupporte. C'est plus narcissique. Il est mort, on n'y peut rien. Il n'est pas responsable, tu vois. Tandis que là, c'est moi qui suis responsable s'il m'a quitté, ou c'est lui qui est responsable. C'est lui le méchant, ou c'est moi la mauvaise. Mais tu vois, c'est différent. Ce qui aggrave le cas, en général. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des deuils difficiles quand je me fais l'idée qu'on sera toute notre vie ensemble et qu'il meurt. Évidemment, c'est difficile. Parce que l'idée du projet couple, c'est toujours quelque chose qui est délicat, étant donné que c'est un schéma mental, c'est un imaginaire que je me construis dans ma tête et qui doit rester comme tel. C'est un rêve. On est toujours ici, et c'est toujours la même chose. Je suis toujours en train d'identifier la nuance entre le rêve et le réel. Je rêve quelque chose, je crois que ceci va m'apporter le bonheur. Mais c'est un idéal, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Donc, quand j'arrête de me raconter des histoires, ça va tout de suite mieux. Mais c'est difficile parce qu'on a besoin de rêver. Pourquoi le rêve nous sort du réel? Le rêve nous fait nous échapper à la dure réalité de notre vie, à nos contraintes, à nos obligations, à nos petits tracas, machin. Donc, on adore rêver notre vie, mais pas la vivre. La vivre, c'est souvent une difficulté à être présent à l'instant. Si je ne sais pas me rendre disponible à l'instant, à savourer les petits moments, je vais rêver la vie. Je vais rêver d'un truc intense. Je vais rêver d'un machin exceptionnel. Je vais rêver qu'un mec va me sauver la vie. Il va venir, il va me construire une maison, il va m'aimer, il va me prendre dans les bras, il va me dire « Ah là là, comme tu es belle, machin. » Ok, mais c'est parce que je ne sais pas contenir le réel. Je ne sais pas goûter le réel d'instant en instant. Et c'est ça cette dynamique qui est, à mon avis, très souvent. C'est ça l'épreuve. L'épreuve de la réalité, c'est aimer la réalité. Dans le plus et le moins. Sinon, on part dans le rêve. Et le rêve, c'est ce truc... et ça fait, j'ai peur de le perdre, et c'est la cata. Vous avez toute la suite, là. Ouais, merci pour la question. Oui, alors redonne-lui... C'est parce qu'en fait, je vois, j'ai 2 filles. Et si je leur parle de ça, elles vont me dire « Mais maman, tu délires !» Alors que si je parle de ça avec des copines qui ont un vécu, qui ont une séparation, qui aujourd'hui, voilà... ou sont célibataires ou pas, ou sont sur une deuxième couple, ok, ça s'entend parfaitement. Il y a plus de distance. Voilà. Alors que dans les jeunes, puis moi je vois aussi quand j'ai construit ma famille et tout, j'étais pas du tout là-dedans. Non, heureusement. C'est avec l'expérience, le recul parce que sinon, plus personne ferait de couple. Mais s'il n'y avait pas cet enthousiasme donc c'est naïf, quand même pas mal l'enthousiasme à un moment au départ. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas mal, c'est une bonne idée, parce que sinon, alors là, avec tout ce que je dis, il n'y a plus de couple qui se forme. On arrête tout, hop, là, désabusé, terminé. Mais non, c'est bien, mais petit à petit, c'est pas mal aussi de les avertir aussi, que tes enfants puissent entendre aussi, pas forcément quelque chose. Je suis pas en train de parler, j'ai pas un côté désabusé. Je dis attention, voilà, c'est de la prévention. Attention, ce qui risque de se passer. Si je crois trop à mon rêve, il risque d'avoir vraiment des ruptures douloureuses, des illusions, des choses comme ça, et je vais résister en préférant rêver, etc. Et là, je vais avoir vraiment des zones de souffrance importantes. Bon, vaut mieux prévenir que guérir, c'est ça l'idée. Mais c'est sûr que l'expérience fait que, même si tu veux pas, tu te dis mais non, on s'aime, hein, il est tellement bien, on est tellement bien. De toute façon, l'expérience va faire que tu vas être confronté à cette réalité des blessures de l'enfance, du fait que le fait d'avoir peur de le perdre, ça te fausse ta perception, tu n'es pas la même, tu n'as pas des comportements adéquats, tu te racontes des histoires, tu n'es pas toi-même, tu t'adaptes, tu fais des efforts, tous ces trucs-là. De toute façon, que tu veuilles ou non, tu vas le vivre. Donc à un moment donné, le temps va faire que tu vas être obligé de prendre conscience de certains trucs. Mais après, voilà, l'enthousiasme, ça demande du bon. Moi, j'ai jamais dit, mais même à la fin, je dis pas qu'il faut ne plus se priver de relations amoureuses ni de couple, mais pas à partir d'un endroit où je ne sais pas gérer ma solitude, je ne sais pas apprécier ma solitude, à partir d'un endroit où je ne sais pas, où je fais passer l'autre avant moi, à partir d'un endroit où j'ai peur de le perdre, donc je m'agrippe et toutes les mauvaises raisons dont j'ai parlé, pas à partir de cet endroit-là, à partir d'un endroit où je suis libre, oui, où je suis vraiment je sais prendre soin de mes besoins et j'ai pas besoin d'un autre. Voilà. Et quand je le vois, quand je fais couple, c'est à partir d'un endroit où j'ai vraiment plaisir à partager des choses avec toi. Donc j'ai plus de moments épanouissants. Et si c'est vraiment quelqu'un qui me met sous les cailloux ou que je vois qui me met plus en stress, à ce moment-là, je l'éloigne de ma vie. Je suis pas obligée de faire couple. Tu vois, je peux faire une relation. On peut faire des relations sans faire de couple. On peut faire des relations sexuelles ou amicales et on aménage la relation selon des modalités. On n'est pas obligé de faire un couple. Tu vois, aujourd'hui, on peut inventer des couples.
Mais ça ne veut pas dire qu'on doit couper brutalement avec la personne. Tu vois, on peut voir au fur et à mesure comment on peut continuer de fonctionner avec elle sous une autre forme, par exemple. Tu vois, voilà. Ça, c'est plus sage déjà. Ouais. Vas-y. Ce désir de couple chez les jeunes, manque d'expérience, si on peut dire, le désir de fusion, etc., il est peut-être plus, comment dire, plus stressant, entre guillemets, pour les femmes qui ont une horloge biologique et voilà, il faut qu'elles fassent un enfant ou pas avant 40 ans. Là, il faut faire couple, c'est l'heure. C'est plus non plus, ça devient un impératif. On est d'accord. J'avais déjà parlé sur l'horloge biologique, c'est juste. Hein, donc là, c'est une pression que je me mets. Et effectivement, quand je me mets une pression, je ne suis pas libre, quoi. Quelque part. Et là, j'ai peur de faire fuir l'autre. C'est même pas peur de perdre. J'ai peur de ne pas trouver. Et j'ai peur de le faire fuir si je lui mets la pression de mon horloge biologique. En lui disant, maintenant, c'est l'heure, il faut que je fasse un enfant. Moi, je dis à ces femmes-là, j'en ai souvent dans ma clientèle, je leur dis, écoutez, mieux vaut dire la vérité. À un moment donné, tu dis que voilà, tu as tel âge et que soit tu es d'accord pour faire un enfant avec moi, même si on ne se connaît pas trop, soit tu me le dis, parce que sinon, de toute façon, j'ai pas le temps. C'est vrai, à un moment donné, ne pas le dire, c'est faire encore traîner et perdre encore un an. Par peur de quoi quelle est ma priorité? Si ma priorité, je les confronte en général, hein, je suis assez radicale, je leur dis, tu veux quoi? Ta priorité, c'est de faire un enfant, ou est-ce que tu es prête à lâcher le désir d'enfant pour faire couple? Quelle est ta priorité? Si ta priorité, c'est vraiment de faire un enfant et que tu es sûr que tu auras le regret à la fin de ta vie de ne pas avoir fait un enfant, alors faut l'assumer complètement, quoi. Ou alors tu trouves des stratégies de coparentalité ou je sais quoi, il y a des stratégies pour faire des enfants autrement qu'en faisant un couple, tu vois. Mais il faut assumer le truc. Voilà. C'est toujours, faut se mettre au clair avec qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On est comme on est, on va pas se faire, on va pas se changer. Donc à un moment donné, il vaut mieux assumer nos priorités et on est beaucoup plus clair avec ça. Sinon, tu es obligé de faire un deuil du projet couple. Donc tu vois, là c'est différent. C'est il faut faire couple. C'est pas très cool en général. Ouais. Oui. Alors attends, passe. Vous aviez parlé de la fusion tout à l'heure. Ouais. Et combien de temps ça peut durer, je veux dire, pour que ce soit pas De quoi? pathologique? La fusion. Ah. À un moment donné, on peut être quand même fusionnel, mais ça va pas durer. Mais combien de temps on peut dire? En général, la fusion, ça a une durée limitée en temps. Ça peut durer une nuit, hein, c'est tout. Ah, quelques heures, une nuit. Moi, ça j'aurais peut dit durer un an. Non, ça dépend des gens. Ça peut durer une nuit. C'est des moments, hein, c'est des séquences. Donc, quand tu dis même un an, quand tu regardes bien un an, c'est long. Parce que dans l'année, même si tu es en lune de miel, il y a plein de moments désagréables, décevants. On n'est jamais H24 hyper comblé. Hein. Ça, c'est juste pas possible par personne. Donc, il y a déjà des signaux comme quoi, là, il ne répond pas à mes besoins. Et c'est normal, personne ne peut répondre à vos besoins. Parce qu'après, il y a des gens qui disent, nous, on est des couples très fusionnels, ils ont un mode de fonctionnement comme ça, et en fait, ils se contentent bien. Quoi. Oui. C'est ce qu'ils ils se tiennent, tu vois, c'est tout sur un. Donc, par exemple, sur les besoins de soutien, parlons-en des besoins de soutien. Donc, il va me soutenir, il m'a soutenu, il me soutiendra. Ouais. Oui, c'est cela. Vous avez compris. Surtout une stratégie unique pour me soutenir, bien sûr. Il n'y a pas plus risqué le truc, tu vois. Donc voilà, hein, le mariage, c'est le soutien et la fidélité. Hein, donc c'est la sexualité sur un, l'état de tendresse sur un, le soutien sur un. Tu vois, donc les couples fusionnels, ouais, je veux bien, mais enfin, c'est misé sur une personne qui a un amour conditionnel, limité, et qui ne peut pas toujours fournir. Pas être pourvoyeur. Et puis en plus, plus tu veux qu'il fournisse, plus tu dis il doit me soutenir, plus l'autre il est là en mode voilà, je suis le chevalier servant, je suis le sauveur de ces dames. Et bon, des fois c'est un peu lourdingue, quoi. J'ai envie de faire autre chose de ma vie, tu vois. Hein, bon, voilà. Donc c'est mettre un poids sur l'autre aussi. C'est pesant, quoi. Et l'autre il doit jouer, hop là, casquette. Bon, alors le héros chevaleresque, il est content, hein, mais des fois il n'a pas envie. Christian, tu veux dire quelque chose? Oui. Peut-être le fait de vivre chacun chez soi, le mouvement couple, peut-être c'est peut-être pas l'idéal à partir d'un certain âge.
pour éviter justement cette fusion. Oui, il y a beaucoup de couples qui choisissent les couples, pas les jeunes là qui veulent faire des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement d'être en couple, mais être chacun chez Moi, je soi. vis comme ça depuis un certain temps. C'est une modalité qui est choisie en ce moment par une majorité de cadres, en fait, des gens qui ont plutôt les moyens, d'accord ? C'est un luxe, mais c'est quand même beaucoup plus viable, puisqu'il y a cette distance et il y a aussi cet apprentissage de je prends soin de mes besoins. Attention, attention. Puisque quand je suis seule chez moi, je prends soin de mes besoins. Attention de ne pas utiliser l'autre comme un doudou. C'est-à-dire, même si la distance, il est chez lui et moi chez moi, je ne peux pas me passer du doudou. C'est-à-dire à l'idée que je perde, même parce que il m'envoie des mots quand même. Il met un petit texto le soir, ma chérie, dors bien. Donc je suis quand même en relation quelque part fusionnelle. C'est-à-dire j'ai mon doudou. Je peux dormir tranquille parce que je sais qu'il est là pour moi. Il est dans ma vie en fait, d'accord. Il y a quand même qu'il peut y avoir même à distance quelque chose de fusionnel. Ah oui, il faut faire attention parce que c'est facile. On pourrait dire géographiquement il est là-bas là, mais bon du coup c'est pas fusionnel. Du coup je suis chez moi, je suis autonome. Il y en a ils sont pas du tout autonomes à distance. D'abord ils s'envoient 50 textos et puis même s'il n'y a pas tant d'histoire des textos, je sais que je peux compter sur lui. J'ai mon doudou, il est inscrit dans ma tête. Mais à l'idée de le perdre, de perdre complètement la relation, même à distance, je suis effrayée. Que va-t-il se passer dans ma vie ? C'est comme le téléphone portable. Oh mon Dieu. Qui va m'envoyer un petit mot ? Qui est là pour moi ? On est sur la sécurité affective. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien de vivre cette insécurité. C'est-à-dire, il n'y a personne pour moi, et ceci n'est pas grave, parce que moi, je sais prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin d'un doudou, même à distance. C'est quand même une solution quand même, qui est bien aujourd'hui. Oui, alors, mais je ne suis pas en train de dire... Oui, bien sûr. Affectif, mais on a aussi ce besoin d'être seul. De se retrouver seul, mais c'est une formule d'ailleurs, c'est une formule qui est choisie par une majorité de cadres, puisque c'est plus luxueux, certes, mais c'est plus onéreux, mais c'est quand même choisi. Donc ça veut dire que ça marche bien. Et c'est vrai qu'il y a des espaces séparés, donc je vois mes amis, je ne suis pas obligée de voir mes amis avec les tiens. Enfin, tu vois, il y a des moments où je peux faire mes activités, j'ai pas de compte à te rendre. Voilà, bon, donc c'est parfait. Mais ça n'empêche pas, parce que tu vois, je suis sur le thème de la peur de l'autre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur de te perdre. C'est pas si peu fusionnel que ça pour certains couples. Faut pas exagérer, tu vois. Ça veut pas dire que je suis complètement autonome. Non. Ça, c'est une méconnaissance. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que ça laisse beaucoup de liberté et qu'il y a une plus grande facilité d'individuation que si tu es sur la même maison et que c'est tout petit, que tu n'as pas ta chambre et que l'autre, il est tout le temps confronté à toi et que tu dis, mais il y a mes amis qui viennent, t'es là, donc on va les voir en même temps. Tu vois, c'est plus compliqué. C'est sûr. Voilà. Oui. Sur la peur de perdre, me fait le perdre. On va faire une chanson comme ça. Quand on s'aperçoit que l'autre commence à avoir peur de nous perdre, est-ce que ça veut dire que c'est déjà un petit peu trop tard ? Il y a une espèce de mauvais processus qui est enclenché. Est-ce que les signes alertants, et quand cette peur elle devient trop importante, comment elle se manifeste d'ailleurs dans ton observation ? Souvent c'est la jalousie, mais ça peut être pas que. Ça peut être, des fois c'est des démonstrations émotionnelles en fait. Ah oui. J'ai l'impression, des chagrins, tout ça, c'est aussi des messages qui sont envoyés à l'autre. Pour essayer de toucher la sensibilité, pour empêcher un départ, par exemple. Ah oui, t'es dans le train, au moment de partir, mon Dieu, les effusions. Il y a des personnes émotionnelles. Oui. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont plus... On ne dramatise pas pareil, les hommes et les femmes. Surtout, à mon avis, qu'est-ce que vous répondriez L'état amoureux, quand tu es très amoureux, tu es très attaché et tu te dis, si jamais il s'en va et qu'on se quitte et qu'on s'éloigne, oh là là, je vais le perdre. Mais il y a une part d'illusion parce que quand il n'y en a qu'un qui aime l'autre, l'autre moins, c'est une espèce d'illusion que s'entretient en fin de compte. Oui. Le vrai amour, ça s'explique pas, c'est comme ça. Non. Alors, les mots amour, ne m'emploie pas le mot amour à tort et à travers, ça ne veut rien dire du tout.
Mais non, le vrai amour, c'est pas un machin comme ça, fumeux, abstrait, non. Enfin, ça se construit d'ailleurs. C'est un truc illusoire, c'est une espèce de comédie dramatique créée pour. Bah oui, mais elle fait pas exprès. attacher, Si c'est une nana, elle fait pas exprès de te faire une comédie d'état amoureux. Si tu veux. C'est souvent le truc. Elle a peut-être appris à jongler avec ses sentiments dans le but de m'émouvoir. C'est pas si manipulatoire que ça. Ouais. C'est pas si manipulatoire que ça en général. C'est vraiment. Je dis oui, c'est pas que ça. Non, c'est souvent je suis prise par mon état amoureux et je t'idéalise, c'est ça l'état amoureux. Et un être me manque et tout est dépeuplé. Et si tu n'es pas, tu es tellement gentil, tu es tellement beau, tu combles tellement tout, tu es tellement là pour moi que si tu t'éloignes ou si tu vas avec une autre, mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Je ne trouverai jamais mieux que toi. Enfin, c'est toute une histoire comme ça. Hein. C'est l'histoire de je ne défusionne pas. Je ne sais pas que la fusion a une durée en temps limité. Donc je veux pas que je veux ma dose en fait. Donc ces personnes-là, il faut vite leur recommander qu'elles aillent consulter. Hein. Mais c'est charmant. Non mais c'est mignon. Mais il y a un côté vraiment chouette. Hein. Tant que tu es lucide. Parce que c'est mignon, la fusion amoureuse. C'est chouette, c'est vivant, c'est gai. Il y a quelque chose de gai. Sauf qu'il faut apprendre à défusionner. Voilà. À pas se prendre les pieds dedans. Mais sinon, c'est vachement sympathique. Et puis, tu devrais te laisser toucher par le côté naïf de l'affaire. Tu vois ? Je t'aime, tu es tellement beau, tu es tellement exceptionnel. Tu as l'air un peu désabusé. Non, mais après, purement par égoïsme, ça m'amuse un temps. Mais après, il faut passer à un autre stade. Et tu aimerais passer à quoi ? Ce serait quoi le stade d'après ? Un stade mature, intelligent, adulte. C'est-à-dire ouais, là, ce que tu m'apportes, ouais, bravo. Tu as réussi à vraiment me toucher. Je ne vais pas faire exprès de te dire oui, alors que je pense non. Après, c'est à toi de te mettre. Oui. J'ai compris, ok, mais maintenant, je peux te faire un sourire de façade, mais j'aime autant être touché vraiment de plein fouet pour un peu que tu sois suffisamment perspicace pour arriver à trouver comment. C'est à toi de te mettre en vérité et de dire ce que tu souhaites aussi. Qu'est-ce que tu attends de la relation ? Qu'est-ce que tu n'attends pas ? Ça, je pense que c'est important de parler de chacun. Qu'est-ce que j'attends ? J'attends plus rien, je suis libre. Voilà, je rends le micro. Voilà. On m'a fait signe, à moins qu'il y ait une dernière question, mais on m'a fait signe d'arrêter parce que c'est l'heure. Donc, merci d'avoir participé. Sachant que cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook. Je suis aussi maintenant sur Instagram. Ça y est, je me suis aussi mise sur Instagram. Donc, vous pouvez aller regarder sur mon compte Instagram Véronique Cohn. Parce que je fais des petites vidéos, des productions, enfin je fais plein de trucs. Voilà. Et puis merci à vous et à bientôt à la prochaine conférence.